Wesh les gens, c'est Revive, et bienvenue dans cette nouvelle chronique jojoesque. 13ème du nom, et première de l'année. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle s'est fait attendre celle-ci. Et c'est compréhensible, étant donné l'incroyable engouement qu'il y a autour de ce personnage. Après une énorme chronique sur les Jobros, sur laquelle j'ai eu des retours absolument incroyables qui m'ont fait chaud au cœur, en raison de l'énorme quantité de travail investi dans cette vidéo, l'on arrive enfin à la chronique que vous attendez tous depuis 9 mois déjà, et bien plus d'un an si l'on prend en compte l'annonce dans la première partie des antagonistes. Enfin bon, mieux vaut tard que jamais. Car oui, si vous venez d'arriver sur la chaîne, il faut savoir que cette vidéo est la troisième et dernière partie d'une série de vidéos sur les antagonistes du manga, que j'ai lancé il y a de ça plus d'un an. Dans la première, j'avais traité Dio, Cars et Kira, et dans la seconde, Diavolo et Pucci. Aujourd'hui, il est temps de revenir sur l'incroyable antagoniste de Steel Ball Run, j'ai nommé Funny Valentine, le président des États-Unis fictif que met en scène la 7ème partie de Jojo. Si cette vidéo est arrivée aussi tard, c'est pour la simple et bonne raison que je m'obligeais à relire Steel Ball Run avant d'écrire cette vidéo, afin de ne passer à côté d'aucun point important et me permettre de bien développer. Là, je ne vais parler que d'un seul antagoniste, donc je peux me permettre d'être le plus complet possible. Alors, le but de cette vidéo va être de revenir sur son histoire et son évolution, et ce, en l'analysant graduellement au cours des différentes parties de la vidéo. Ces parties, elles seront 4, en l'occurrence 4 étapes pour comprendre le parcours de Valentine. Je commencerai par raconter l'histoire de Funny Valentine avant les événements de la Steel Ball Run, de son enfance à son élection en tant que président des États-Unis, tout en expliquant les bases utiles à la compréhension du personnage que nous donnent ces flashbacks. Ensuite, je détaillerai ses actions jusqu'à l'étape 7 de la course, soit la phase qui correspond à Valentine ne faisant qu'envoyer des manieurs de stand sans encore entrer totalement dans l'action. Cette partie sera longue car je prendrai bien le temps d'expliquer les tenants et les aboutissants de la course, afin de bien comprendre le personnage de Valentine et commencer à dresser un portrait de l'homme. Après ça, je vais m'attarder sur son entrée dans l'action, et tout ce qui va avec. L'introduction de D4C, la fameuse scène avec Lucy, le bordel avec Dio et Okapipo, etc. Et pour terminer, je reviendrai sur la dernière phase de Valentine, à savoir celle qui correspond à l'acquisition de Love Train, du combat contre Johnny, et bien sûr, de sa mort. Cela me permettra de sortir l'analyse finale du personnage. Vous l'avez vu et compris, cette vidéo a vocation d'être longue, très longue, même la plus longue vidéo de ma chaîne et de loin. Ce n'est pas parce que Valentine est un personnage absolument impossible à comprendre, non. Il a une psychologie complexe, mais 20-30 minutes de vidéo suffiraient à l'expliquer, tout comme le temps que je prenais pour les autres méchants lors des 2 premières parties de cette série. Mais si cette vidéo est aussi longue, c'est déjà parce que, il y a très peu de chroniques, alors autant faire durer le plaisir. Mais surtout, j'ai envie de raconter une histoire. J'ai envie de vous faire revivre Steel Ball Run du côté de Valentine. Et aussi, expliquer tous les tenants et aboutissants du personnage, afin d'avoir toutes les clés pour parfaitement le comprendre. Je détaillerai donc ce qu'est concrètement le cadavre, et pourquoi Valentine le veut tant. Je détaillerai le mode de fonctionnement de D4C, l'impact de toutes ses actions lors de la course, enfin bref. Je veux livrer l'analyse la plus complète possible du personnage, du moins essayer, et ce, en ponctuant la vidéo de moments d'histoire, afin de garder un rythme digeste. Car oui, je vais procéder d'une manière assez différente de d'habitude pour cette analyse, étant donné qu'au lieu de résumer le perso et faire l'analyse à la fin, je vais faire une analyse graduelle, en m'arrêtant dans le récit à chaque moment clé du personnage de Valentine, mais en faisant un bilan à la fin de chaque partie, histoire que vous puissiez tout de même suivre les grandes lignes sans problème. Et bien sûr, la vidéo est chapitrée, donc libre à vous de la regarder en plusieurs fois si ça vous fait trop long, ce que je comprendrai parce que bon sang, c'est vrai que c'est assez dense. Ah, et comme ça vous avait bien plu à vous ainsi qu'à moi-même dans la dernière chronique, c'est bien entendu le retour des guests qui doubleront quelques répliques. Il y en aura un peu moins que la dernière fois, vu que ça se prête moins au sujet, mais en tout cas, j'ai volontairement pris des nouvelles têtes. Mais aussi certaines que vous avez déjà entendues dans la chronique sur les Jobros seront de retour. J'espère que ça vous fera plaisir. Allez, cette intro est déjà beaucoup trop longue. Prenez un coca bien frais et posez-vous. Il est temps de revenir sur l'un des méchants les plus légendaires de tous les temps. L'homme qui rêvait d'un pays prospère et vertueux, motivé par des vertus patriotiques. J'ai nommé Funny Valentine, le président des États-Unis d'Amérique. Trouver sa raison de vivre. En l'an 0, un personnage singulier vint présenter des idées nouvelles au peuple. Mais étant considéré comme une menace par la société de l'époque,
il fut crucifié en lieu et place des hommes. Un homme nommé Joseph d'Arimathie, qui s'occupait du corps de l'homme avec un soin certain, assista à un événement pour le moins troublant. L'homme, après 3 jours d'état de mort, ressuscita. Il remercia Joseph et lui annonce qu'il se dirigera vers l'est. Avant de partir, il dessina 9 points sur une carte représentée dans le sable, carte dont Joseph d'Arimathie réalisera une copie qu'il conserva précieusement toute sa vie. Comme il l'avait annoncé à Joseph d'Arimathie, l'homme, qu'on appellera plus tard le Christ, partit vers l'est et passa le reste de sa vie sur ce nouveau continent appelé l'Amérique. Il y mourut, et son corps, alors divisé en 9 morceaux, fut dispersé à travers le continent. Plus de 1800 ans plus tard, une troupe militaire s'égara dans un désert de Californie, à l'est de San Diego. L'un de ces jeunes militaires, agonisant, tomba par hasard sur l'une des parties du corps du Christ, en l'occurrence, le cœur. Le cœur fusionna avec lui, et ce jeune soldat fut le seul à revenir vivant de sa troupe. Ainsi de retour au pays, cet homme se dit que s'il a trouvé un cœur, c'est qu'il doit forcément y avoir d'autres parties de ce cadavre quelque part. C'est sûrement son destin que de les retrouver, et de reconstituer ce cadavre. Cet homme, il s'appelle Funny Valentine, et il est le principal antagoniste de la 7ème partie de JoJo's Bizarre Adventure, Steel Ball Run. Et là malheureusement, on a déjà un problème. J'étais tranquillement en train d'écrire cette première partie en partant du tout début, à savoir le flashback du Christ, pour mettre dans l'ambiance dès le début, et ensuite enchaîner sur le reste du passé de Valentine. Mais arrivé à ce moment-là, je me suis rendu compte que, le manga nous présente 2 flashbacks absolument contradictoires quant à l'obtention du cœur par Valentine. Dans le flashback de Jésus du tome 17, celui que je viens de vous présenter, il est dit que Valentine faisait partie d'une troupe militaire, et qu'il tomba sur le cœur par hasard lors d'un entraînement. Il en déduit alors qu'il y avait d'autres parties, et se mit à les rechercher. Mais le problème, c'est que l'obtention du cœur nous est narrée d'une toute autre manière, et ce, dans un chapitre spécial à la fin du tome 6. Ce flashback veut qu'il ait découvert la carte de Joseph d'Arimathie et qu'il partit faire des recherches vers le premier point de la carte avec un groupe de puritains à l'est de San Diego. Dans un flashback, il y va volontairement pour découvrir ce qu'il y a avec des puritains et la carte en sa possession, et dans l'autre, il tombe dessus par hasard pendant un exercice militaire. De plus, dans l'un, il n'est qu'un militaire qui deviendra président, et dans l'autre, il est déjà membre de la cour intérieure lorsqu'il va faire l'expédition avec les puritains. Donc du coup, sur lequel je dois me baser, moi? Par défaut, vous l'avez compris, je vais me baser sur celui que je vous ai narré en premier lieu, à savoir celui selon lequel il est tombé par hasard sur le cœur. Déjà parce que le premier flashback apparaît lors d'un chapitre bonus de 3 pages, généralement numéroté 30.5. Il est donc possible que cela soit volontaire de la part d'Araki de rendre ce flashback un peu obscur, et en dehors de la trame principale, pour qu'il puisse par la suite le revoir, et donc nous donner celui du tome 17, qui est un peu plus en accord avec les valeurs patriotiques et militaires de notre homme. Je soupçonne Araki d'avoir changé de plan quant à Valentine au cours du manga. J'entends par là qu'au début, il voulait probablement faire un homme qui gère tout dans l'ombre, petit et dodu comme le montre son chara-design, et qu'avec le temps, lorsqu'il devait le mettre en scène comme un antagoniste imposant, il lui a créé un background militaire et violent, et lui a en prime offert une revisite de chara-design plus grand et musclé. Enfin voilà. Je vais donc me caler sur le flashback du tome 17. Mais Araki, sache que ça n'est pas très pro. Tu m'as fait perdre 1 heure d'écriture tronquée en 1 heure de destruction de cerveau. Je t'en veux. Enfin bref. L'interlude d'Araki Forgot étant terminé, on peut reprendre. Après avoir découvert le cœur donc, Funny Valentine va, grâce à sa renommée acquise grâce à sa découverte, gravir les échelons de la société jusqu'à, en 1889, se hisser au poste de président des États-Unis d'Amérique, le 23e du nom. Tout comme tout bon président américain qui se respecte, l'aspect qui ressort de Valentine est son profond patriotisme. Et pour savoir d'où vient ce trait de caractère, il faut remonter à sa jeune enfance, dans un contexte où son père est parti en guerre, et où le jeune Funny, parce que oui c'est son prénom, l'attend tous les jours aux côtés de sa mère, sans voir ses espoirs être réalisés. Un jour, un capitaine d'infanterie et très bon ami du père de Funny, nommé Capitaine Valentine, va lui rendre visite. Il est ici pour lui parler d'un mouchoir. Un mouchoir qui appartenait à son meilleur ami, le père de Funny. Un mouchoir sur lequel était gravée une date, le 20 septembre 1847. Ce mouchoir, il voulait le protéger à tout prix, si bien que c'était la seule chose qui le maintenait en vie, disait le capitaine Valentine. Mais alors qu'il fut un jour capturé par l'ennemi, puis torturé, sans espoir de s'en sortir un jour, le père de Funny ne pensait qu'à une seule chose, mettre ce mouchoir en lieu sûr. Tous ses orifices étant attaqués lors des tortures, le seul endroit qu'il trouva pour le cacher fut son œil. Il s'est en effet complètement éviscéré l'œil gauche, afin de cacher ce mouchoir en boule au fond de son orbite. Mais alors, que représentait pour lui ce mouchoir,
pour vouloir le protéger à ce point, pour que le capitaine Valentine dise même que c'était la seule chose qui le maintenait en vie. Alors, derrière les pleurs de la mère de Funny totalement dévastée, le capitaine regarde l'enfant et lui dit « Cette date, le 20 septembre, c'est la date à laquelle tu es né. C'était l'anniversaire de son fils adoré. Voilà qui était ton père. C'est moi qui ai trouvé ce mouchoir lors de son enterrement. Le patriotisme est la plus belle vertu du monde. Un animal peut risquer sa vie pour protéger son enfant, mais seule la noblesse humaine sait risquer sa propre vie pour sauver l'honneur d'un pays, et ainsi protéger sa famille. Cet état d'esprit n'a rien d'une folie. Je suis honoré d'avoir été le meilleur ami de ton père. Tiens, ce mouchoir est à toi. » Funny Valentine, qui n'était alors qu'un jeune enfant innocent, s'est pris en pleine figure la cruauté humaine dès son plus jeune âge. Imaginez qu'un matin, alors en tant qu'enfant, vous attendiez patiemment le retour de votre père parti à la guerre. Un de ses camarades militaires vient vous annoncer qu'il est mort, après avoir été torturé, et tout ce qu'il a cherché à faire, c'était de protéger précieusement un objet représentant l'amour qu'il a pour son fils. Que pouvait-il éprouver d'autre pour son père qu'un profond respect? Ça a été à la fois un choc pour lui de savoir ce qu'il a subi, mais aussi une véritable révélation de la plus belle des vertus au monde, comme le dit si bien le capitaine Valentine, le patriotisme. Le patriotisme au sens de risquer sa vie pour son pays, et donc par conséquent, pour la sécurité et le bien de sa famille. Funny, portant désormais le nom de famille Valentine en raison du probable mariage de sa mère avec le capitaine Valentine, va donc grandir avec les valeurs patriotiques insufflées ce jour-là, représentées par le mouchoir de son père, qu'il gardera toujours précieusement sur lui, symbole d'un homme pour qui il éprouve un profond respect, et à qui il compte rendre honneur en suivant la même voie que lui. Et en effet, Valentine va s'engager dans l'armée et subir les mêmes tortures que son père, tortures qui laisseront graver en lui les stigmates du drapeau américain, ultime symbole de sa dévotion. Le drapeau de son pays est désormais gravé en lui, et ses douleurs constantes lui rappellent son père et ses valeurs. Retenez bien cette facette patriotique du personnage. Vous avez compris que c'est l'aspect le plus important de Valentine, et que j'y reviendrai bien sûr par la suite. Pour l'heure, il est temps de revenir à notre cadavre sacré, et à la suite de l'histoire de Valentine. L'on en revient donc au moment où il tombera sur le cœur du Christ. Le moment où il se dira que c'est sans doute son destin que de reconstituer ce cadavre. À ce moment-là, il ne sait pas exactement dans quoi il s'engage, mais il sent que ce cadavre ainsi que sa recherche apportera des réponses à ses questions, et donnera un sens à sa vie. Alors désireux de retrouver les autres parties du corps, Funny Valentine va sauter sur une opportunité. Cette opportunité, elle s'appelle Stephen Steele, et son incroyable projet de course visant à traverser l'Amérique du Nord en large, de San Diego à New York. J'ai nommé la Steel Ball Run. Une course visant à inviter l'humanité venant des 4 coins du monde à relever un défi de taille, et à créer un événement d'une ampleur inégalée. Le projet de ce grand rêveur qu'est Stephen Steele. Enfin, tout ça c'est bien beau, mais Valentine voit plus sur cette course qu'un simple événement historique et ambitieux. Il y voit plutôt une opportunité de rassembler les morceaux du cadavre. Étant donné que selon ce qu'il en a déduit après avoir trouvé la carte de Joseph d'Arimathie, les 9 points qu'il indiquait sur la carte représentent les 9 morceaux du corps du Christ, dispersés sur la largeur de l'Amérique du Nord. Ainsi, Valentine va donc petit à petit prendre les rênes de la course, afin de rapprocher les étapes des morceaux du corps, et donc engager des manieurs de stand pour aller les chercher. Allez, il est temps de faire le bilan quant au passé de Valentine. Il nous est montré comme un homme profondément marqué par des valeurs patriotiques, et éprouvant un grand respect pour son père, dont il a indirectement hérité ses valeurs. Il trouvera par hasard le cœur du cadavre, et, ayant fait de lui le seul survivant de son escouade, verra en lui son destin, un sens à sa vie, comme s'il avait été élu par ce cadavre. Il va donc vouloir rechercher les 8 autres morceaux, grâce à la carte de Joseph d'Arimathie qu'il a trouvée, et ce, en profitant du projet du rêveur Stephen Steele, la Steel Ball Run. À ce stade-là, on ne sait donc pas encore pourquoi il veut tant rassembler ce cadavre, si ce n'est que c'est parce qu'il s'est senti comme investi d'une mission divine. Il a donc l'air d'être un homme manipulateur et sans scrupules, n'hésitant pas à profiter des ambitions de Steele pour son bien personnel, ou encore en envoyant volontairement des manieurs de stand dans la course, tout en sachant qu'ils viendront probablement à s'entretuer pour obtenir les morceaux. Enfin voilà, reste à voir si ses premières impressions se confirmeront par la suite, et voir comment évolueront ses ambitions et sa mentalité. Pour l'heure, le plus grand événement du siècle est sur le point de débuter. La première étape du plan de Valentine est mise en marche. Le 25 septembre 1890, à 10h du matin, la Steel Ball Run est lancée.
Plus de 3500 candidats venus des 4 coins du globe sont désormais lancés dans une course qui ralliera San Diego à New York, marquant l'un des plus grands événements sportifs et humains de tous les temps. Mais ils ne sont pas au courant que dans l'ombre se cache un complot présidentiel visant à faire tout autre chose de cette course, et que les événements risquent de prendre une tournure totalement différente. Valentine a trouvé sa raison de vivre, à savoir trouver les morceaux du corps afin de réaliser sa destinée. Maintenant, il faut mettre en place le plan pour les récupérer. 2. Tout mettre en place. Funny Valentine apparaît pour la première fois dans le tome 5, plus précisément au cours du chapitre 25, et ce, dans le cadre de la révélation des véritables objectifs de la course. Alors que Stephen Steele pose des questions étranges à un employé ne se doutant de rien à propos du cadavre et du morceau qu'a prétendument récupéré Jairo, Valentine sort de l'ombre. Il dit à Stephen Steele, tout en savourant sa pipe, que la possibilité que Jairo ait récupéré le morceau n'est justement pas une possibilité, mais bien une certitude. Il ajoutera que s'il faut venir à tuer Jairo pour le récupérer, il n'hésitera pas une seule seconde. Et à vrai dire, le prochain manieur censé remplir ce rôle, Pork Pie Head Boy, est déjà en route. Stephen Steele ne peut pas se résigner à ce que la course qu'il a à la base organisée pour qu'elle soit un simple grand événement à succès, puisse se transformer en un théâtre de meurtres effroyable. Mais voilà, Steele ne peut pas se rebeller face à la grandeur du président. Il apparaît alors comme manipulé, sous contrainte de Valentine. Ce premier contact avec Valentine nous laissera une forte impression, à nous, lecteurs. L'on découvre un petit homme dodu, manipulant la course dans l'ombre, et n'hésitant pas à exploiter psychologiquement et physiquement Stephen Steele et sa femme, ainsi qu'à envoyer des manieurs de stand, à la manière de Dio, pour tuer qui serait en possession du cadavre et ainsi le récupérer. Il possède également des manières et coutumes typiques d'un président américain, comme sa fameuse coupe, ou encore sa tendance à fumer la pipe. Il apparaît comme un homme fier niant la vérité, et convaincu de la justesse de ses actes. Il dira ainsi « Il n'est que justice que nous obtenions le corps. Nous sommes prêts à tout pour l'avoir. Ce corps, attendu par l'humanité entière, vaut plus que les trésors ou les pouvoirs du monde. Rien ne compte davantage. Et nous l'obtiendrons par tous les moyens. » Cette phrase est une parfaite transition pour faire un point sur le cadavre. Parce qu'il est vrai, l'on se demande bien pourquoi Valentine veut tout particulièrement l'obtenir, qu'il juge comme attendu par l'humanité entière. Bon, vous l'avez compris, même si ça n'est jamais véritablement dit explicitement dans l'œuvre, ce cadavre est celui du Christ, Jésus. Il est assez simple de le deviner grâce au flashback du tome 17 que je vous ai narré dans l'intro, les diverses mentions du fait que ce cadavre est vieux de 1900 ans comme par hasard, ou encore grâce aux diverses apparitions de Jésus en personne dans l'esprit de Johnny. Avant de continuer, je tiens à faire un rapide point religion. Étant athée et ne connaissant que très peu la Bible, j'éviterai donc de rentrer dans des détails profonds, et de faire des analogies entre des passages ou concepts de la Bible, et ce qu'il se passe dans cette partie. Tout simplement car je ne connais pas assez le sujet, et je n'ai donc pas envie de dire de conneries. Je vous renvoie vers la chaîne de Jojo pour ce genre d'analyse, ça n'est très honnêtement pas mon fort. Je me baserai donc seulement sur ce que dit le manga à propos de toutes les notions de christianisme par la suite. Je partirai aussi du principe que tous ces aspects religieux existent et sont véridiques, car c'est bien le cas dans Steel Ball Run. Ce point étant désormais clair, on peut continuer. Ce cadavre a donc été divisé en 9 morceaux répartis sur le continent, et la carte que Joseph d'Arimathie a reprise du dessin de Jésus lui-même montre donc l'emplacement des 9 morceaux, émergeant alors des paumes du diable. Mais alors, pourquoi ce cadavre veut-il être tant obtenu par les humains, Valentine en particulier? Déjà, lorsque Jairo émettra l'hypothèse que ce cadavre est celui d'un saint, il en donnera une brève explication. Un saint, c'est une personne qui réalise des miracles après sa mort. C'est un titre qui n'est décerné par le Vatican qu'à des personnes exceptionnelles, ayant réalisé au moins 2 miracles après leur mort. C'est donc un titre post-mortem. Dans le contexte de Jojo, les miracles, ce sont bien sûr les stands offerts par les morceaux de cadavres. Les gens, qu'ils soient haut placés ou non, cherchent donc les saints, afin de par exemple accéder à la prospérité pour leur pays, même si cela reviendrait à faire de nombreux sacrifices. Retenez bien cette phrase. Je ne vais pas empiéter sur la suite, mais elle pourrait résumer à elle toute seule le personnage de Valentine. Ferdinand, manière originelle de Scary Monsters, sera le premier à évoquer que le cadavre a plus de 1900 années écoulées au compteur, et qu'il est hors de question de le laisser à Johnny pour des raisons aussi médiocres et futiles que les siennes, à savoir quelque chose ne touchant que sa propre personne, une raison égoïste. Quand tous ces morceaux seront rassemblés, ce cadavre sera respecté par toute l'humanité. Le respect apportera la prospérité. Celui qui reconstituera le corps de ce cadavre
recevra le vrai pouvoir et un royaume éternel. Enfin voilà, pour résumer, les saints ont, dans l'histoire, toujours été annonciateurs de prospérité ou autres miracles, et ont donc toujours été recherchés. Alors quand on sait que le cadavre recherché par Valentine est celui du Christ en personne, vous imaginez bien que le genre de miracle qu'il apporterait serait absolument exceptionnel, permettant même, comme le dit Ferdinand, d'accéder à un vrai pouvoir et un royaume éternel. Ainsi, dans Steel Ball Run, tout tournera autour de ce cadavre et de son obtention, de qui est légitime à le posséder ou non, selon les motivations de chacun des prétendants. Voyez un peu cela comme une flèche à stand, ou même Requiem dans le premier univers de Jojo, qui choisit ses détenteurs selon leur force de caractère ou leur ambition. Sauf que là, la récompense est bien plus qu'un simple stand. Posséder le cadavre signifie posséder le pouvoir, et vous vous doutez bien que de nombreuses personnes cherchent à l'avoir, ce pouvoir. Notre cher Valentine est donc l'une de ces personnes, désireux de reconstituer le cadavre afin de, visiblement, et en accord avec son patriotisme, apporter la prospérité à son pays. Bon, c'était long mais nécessaire. Je me devais avant d'avancer de mettre les choses au clair quant au pourquoi du comment tout le monde, en particulier Valentine, veut obtenir ce cadavre, et ce qu'il représente concrètement au sein de cette partie. Sur ce, on peut reprendre sur les actions de Valentine quant à la récupération des morceaux, organisant tout tranquillement au sein de son train suivant les participants. Après que Jairo et Johnny aient obtenu le bras gauche, ces derniers se battront contre Pork Pie Hat Boy, le prochain meneur de stand envoyé par Valentine. Ce dernier sera défait grâce au pouvoir nouvellement acquis de Johnny, et ce grâce au cadavre, Tusk. Après avoir reçu la nouvelle de la défaite de Pork Pie Hat Boy, Valentine va commencer à prendre Johnny et Jairo au sérieux. Les subordonnés de Valentine ont réussi à trouver un tissu sur le corps de Pork Pie Hat Boy, comportant la même instruction que sur le bras de Johnny. Mover crus. Mover crus. À savoir, bouge tes jambes en latin. Vous le savez, cette phrase indique en réalité un lieu représenté par la forme de la phrase, à savoir sur une colline au beau milieu de la troisième étape. Car oui, si la carte de Joseph d'Arimathie est utile pour retrouver les morceaux, cette dernière ne montre qu'un ordre d'idées d'où ils se trouvent. Chaque morceau, une fois assimilé, donnera un indice exact de la prochaine localisation. Avant de faire une démonstration de la manière dont le cadavre assimile les humains, Valentine va se prendre pour Jotaro en buvant une canette de bière cul sec avec la technique désormais célèbre, et enverra Ferdinand sur les lieux du prochain morceau. Lucy Steele, quant à elle, verra ce qu'il se trouve dans la poitrine du président, à savoir bien sûr le cœur du cadavre. À partir de ce moment-là, Lucy Steele deviendra un personnage très important, désireuse dans un premier temps de sortir son mari de cette merde. Enfin, sur les lieux du prochain morceau, qui s'avérera être les yeux du cadavre, le courant tournera vite en faveur de Johnny et Jairo. Après un long combat contre un duo transformé en dinosaure grâce au stand de Ferdinand, Scary Monsters, ils arriveront à venir à bout de ce terrible adversaire. Cela dit, cette victoire sera quelque peu amère, car si Jairo a pu obtenir l'œil droit et ainsi développer une technique de scan pour ses boules en fer, Dio, lui, a réussi à s'emparer de l'œil gauche, et ainsi hériter du pouvoir de Ferdinand. Au début de la quatrième étape, Johnny et Jairo arriveront à décoder l'indice du prochain emplacement de morceaux. Ils se basent sur l'inscription Turbo, Turbo. Tornade en latin, et un système binaire inscrit dans ces lettres donnant des coordonnées. Le prochain morceau, qui s'avérera être la colonne, se trouve donc à Kansas City, le lieu d'arrivée de la quatrième étape. Ils vont se battre contre le prochain manieur envoyé par Valentine, Ringo Rodegen, qui avait pour objectif d'envoyer un pigeon contenant l'information Turbo, comme on avait retrouvé l'indice précédent sur le corps de Pork Pie Hat Boy. Il sera tué par Jairo, mais aura tout de même réussi à envoyer le pigeon à temps. Allez, on retourne du côté de Valentine. Notre cher président se trouve à Kansas même, en attente du pigeon de Ringo. Il se posera des questions quant à la collaboration de Steele, car ce serait de sa faute s'il est impossible de mettre en place des montgolfières suivant constamment Jairo et Johnny. Nous pouvons voir que Valentine possède un certain mépris pour Stephen Steele, le considérant comme puéril et idéaliste, et ne le gardant en vie que parce qu'il est utile. Enfin, toujours est-il qu'il doit à tout prix mettre la main sur le prochain morceau. Il s'agit après tout de la colonne vertébrale, la pièce centrale et le pilier du corps humain. Il va donc à cette fin faire venir de nombreux manieurs dans la ville. Alors que le pigeon n'arrive toujours pas à destination, l'on retrouve Lucy, qui a entre-temps commencé des cours pour apprendre à lire sur les lèvres afin de décrypter les intentions de Valentine. Elle est ainsi en train d'observer sa discussion avec ses subordonnés depuis l'autre bâtiment, grâce à des jumelles. Cette dernière a compris que Valentine comptait tuer son mari lorsqu'il n'aura plus besoin de lui. Et là, un événement inattendu arrive soudainement. Alors qu'elle observe Valentine, elle verra que le pigeon de Ringo est enfin arrivé. Elle va saisir cette chance de couper l'herbe sous le pied de Valentine en entrant dans le bâtiment, et en se faufilant discrètement jusque sur le toit,
où se trouve le pigeon. Elle va alors rapidement le saisir et, entendant des voix derrière la porte de la cage d'escalier, va se cacher sous le pigeonnier. Ces voix sont celles de Valentine et de Blackmore, manieur de stand ayant le pouvoir de figer la pluie dans l'espace. Ils vont inspecter l'endroit et en déduire que le pigeon a été volé. Tout à coup, alors que Valentine allait soulever le rideau où se trouve une Lucy terrifiée, le pigeon s'envole. Blackmore le poursuit en faisant une belle démonstration de Catch the Rainbow et découvre que le message a été dérobé. Furieux, Valentine ferme toutes les portes du bâtiment, n'ayant plus qu'une seule envie, trouver le traître. Lucy, sur le point de se faire attraper, est sauvée de justesse par Mountain Team. Ce dernier va la conseiller d'aller voir Johnny et Gyro, si la situation venait à être désespérée, ce qui a plutôt l'air d'être le cas actuellement. Elle va ainsi décrypter l'indice à son tour, et se rend en coordonnées pour trouver la colonne avant Valentine et ses subordonnés, dans le but de la remettre à Johnny par la suite. Blackmore va donc débuter la traque, et ce, en tuant Mountain Team, et ainsi en déduire qu'il s'agit de Lucy Steele. Il va la rattraper et récupérer la colonne, mais, en se saisissant de cet objet divin dans ses mains, il va se dire que, finalement, lui aussi a le droit de la posséder. C'est donc ça, la colonne vertébrale du cadavre. Et maintenant, cette chose se trouve dans mes bras. Je la touche. Réellement. On dirait qu'elle brille de mi-feu. Je la désire. Et si je la gardais pour moi, sans la transmettre au président? Après tout, pourquoi moi aussi, je n'aurais pas le droit de posséder cette chose? Tous les humains sont égaux. Je ne fais pas exception. Et cette chose, je la désire ardemment. J'ai bien le droit de la posséder. Il va ainsi voir son environnement bouger autour de lui, et même le Christ apparaître. Mais, alors complètement envoûté par le mysticisme du cadavre, il va oublier qu'il a en face de lui une femme déterminée et prête à tout pour sauver son mari. Et oui, Lucy Steele va lui tirer une balle en pleine gorge et fuir avec la colonne. Et ce tir a été réussi, car cette blessure va s'avérer fatale. Blackmore va cependant pouvoir boucher les trous avec son pouvoir de solidifier la pluie, mais conscient que ce n'est que temporaire, et qu'elles se réouvriront lorsque la pluie cessera, signant ainsi sa mort. Cela dit, il l'accepte. Blackmore dira en effet que c'est son châtiment pour avoir voulu posséder le sein pour lui tout seul, au détriment du bien commun visé par Valentine. Il accepte donc de se sacrifier pour le président, et va se battre pour récupérer la colonne jusqu'à sa mort. Il va réussir à rattraper Lucy, qui a entre-temps retrouvé Johnny et Gyro. Malheureusement pour lui, Blackmore succombera à la rotation de Gyro, après avoir comparé l'insolence de Lucy Steele à celle d'Eve croquant la pomme, et dit « Les hommes ont une mission d'une importance capitale. Face à cela, une petite vie comme la tienne ne vaut rien. » Ce furent les derniers mots de Blackmore, et retenez-les bien, ils sont eux aussi très représentatifs du mode de pensée de Valentine. Toujours est-il que Johnny et Gyro possèdent maintenant la colonne, et cette dernière indiquera l'emplacement du prochain morceau à travers un dessin dans le sable. Enfin, le prochain morceau. Il serait bien plus correct de dire les prochains morceaux, puisque ni plus ni moins que les oreilles et le bras droit se trouvent autour du lac Michigan, en plus des deux jambes qui se trouvent-elles à la frontière du lac Huron. En tout cas, la rencontre entre nos deux compères et Lucy aurait été fructueuse. Ces derniers ont appris que le président possède un stand, et ont missionné Lucy de récupérer le cœur du président grâce à l'œil que lui a cédé Gyro. Entre la traque des 6 morceaux et la mission de la plus haute difficulté de Lucy, les 5e et 6e étapes s'annoncent donc mouvementées. Et en effet, puisqu'elles vont commencer sur des magouilles de Dio, ce dernier a su reconnaître l'identité du traître. Il va ainsi proposer un marché aux sbires de Valentine. Il leur donnera des infos sur le traître après avoir supprimé Gyro et Johnny, en plus de leur donner les morceaux du cadavre ainsi obtenus. Pour ça, il a besoin d'un manieur de stand avec qui faire équipe, et demande l'île de Manhattan en échange du cadavre. Le sbire, qui a obtenu l'accord de Valentine, accepte, et lui donne un allié en la personne de Sandman. Cela dit, Valentine se méfie de Diego, et assure qu'il ne compte en aucun cas lui céder quoi que ce soit. Il lui prendra les morceaux plus tard, et par la force. Dio prête ainsi son pouvoir à Sandman, et l'envoie sur Johnny et Gyro, alors en route vers les prochains morceaux. Malheureusement pour Valentine, Sandman échouera face à un Johnny ayant maîtrisé le pouvoir de la rotation dorée. Valentine apprend la nouvelle, et envoie le, ou plutôt les prochains manieurs, en l'occurrence Eleven Men et leur stand Tattoo You. De leur côté, Johnny et Gyro se feront voler la colonne et le bras gauche par Hot Pants, et obtiendront le bras droit et les oreilles grâce à Sugar Mountain. Cependant, étant pris dans la malédiction, Johnny n'eut d'autre choix que d'échanger les morceaux avec le dernier homme d'Eleven Men, sans quoi Gyro serait mort. Voici donc un petit récapitulatif de qui possède quelle partie du cadavre à l'heure actuelle. Dio possède l'œil gauche, Lucy l'œil droit, et Hot Pants le bras gauche et la colonne, tous deux dérobés à Johnny.
Quant à notre cher Valentine, il a en sa possession le cœur, les 2 oreilles, ainsi que le bras droit. Il se trouve actuellement dans une résidence présidentielle située à Chicago. Ce dernier va envoyer Mike O demander les infos à Dio quant à l'identité du traître. Dio va dire qu'il s'agit d'une femme de moins de 51 kg, sans pour autant laisser plus de précision. Valentine, désireux d'enfin mettre la main sur le traître, ou plutôt la traîtresse, va autoriser Mike O à la débusquer et à la tuer. Il va mémoriser l'odeur de la cible grâce à Tubular Bells et ainsi libérer son stand. En parlant de la traîtresse, Lucy a encore une fois assisté à la conversation en lisant sur leurs lèvres. Elle et son mari sont plus que jamais en danger. Elle doit agir. Elle va ainsi trouver une brillante idée. Lucy va se renseigner sur la femme du président, Scarlett Valentine, et profiter de son attirance pour les femmes pour se rapprocher d'elle afin de prendre son apparence pour approcher Valentine. Pour ce faire, elle utilisera le crime starter d'Hotpence que cette dernière lui a prêté dans ce but précis. Lucy va donc attendre l'heure de la sieste du président, sa routine habituelle, et endormir Scarlett pour ainsi prendre son apparence. Elle va alors entrer dans la chambre de Valentine. Ce dernier se méfie, mais Lucy va vite se rapprocher de lui pour lui administrer le poison caché sous son ongle afin de l'endormir. Elle approche alors l'œil de sa poitrine, laissant sortir les morceaux. Alors à 2 doigts de réussir à s'en emparer, le stand de Mike O, Tubular Bells, qui pour rappel connaît l'odeur de Lucy, va apparaître soudainement et attaquer la jeune fille. Scarlett, alertée par le bruit, se réveille. Lucy se sert de Tubular Bells pour la tuer. Hotpence arrive au même moment, vient à bout de Mike O et s'empare des oreilles et du cœur, en laissant le bras droit sur les lieux, car trop gros. Enfin, Lucy a réussi à se tirer de cette situation et a donné 2 morceaux à Hotpence, mais à un prix absolument terrifiant. En effet, elle est désormais condamnée à jouer le rôle de la première dame et à ne rien laisser paraître aux côtés de Valentine. Qui plus est, ce dernier a l'air de montrer de plus en plus d'affection pour cette dernière, notant le fait que de son point de vue, c'est elle qui l'a protégée. Valentine, après ces événements déroutants, va une fois de plus se servir de quelqu'un pour venir à bout de Johnny et Jairo. Cette personne, ce sera Wekapipo, exilé napolitain à qui il promet de donner la citoyenneté américaine s'il lui ramène les jambes. Ce dernier sera accompagné de Majan Majan. Or, ils vont échouer, et Jairo et Johnny repartiront avec les jambes. Mais, alors que Majan Majan a été abandonné par son acolyte et laissé pour mort, il s'avère que ce dernier va contre toute attente survivre. Il sera alors fou de rage, et jure de se venger de Wekapipo. Mais là où il forme une réelle menace pour nos héros, c'est parce qu'il a entendu l'identité du traître, à savoir Lucy Steele. S'il venait à la communiquer à Valentine, ce dernier passerait à l'action, et il serait alors un homme dangereux. Bon, c'était long, mais je me devais bien d'expliciter cette partie, car le personnage de Valentine commencera à se construire tout au long de cette phase de récupération des morceaux. Lors de cette phase, il agit à la manière de Dio, en restant bien au chaud dans son train et ses appartements, et en envoyant des manieurs de stand pour venir à bout de nos héros, et surtout, lui ramener les morceaux du cadavre. Funny Valentine est donc au centre d'une conspiration visant à récupérer tous les morceaux du cadavre, et pour ce faire, il n'hésitera pas à utiliser, voire même sacrifier son peuple, comme tous les manieurs de stand qu'il envoie directement à la mort, ou encore ce pauvre Stephen Steele qu'il torture psychologiquement. Mais alors, pourquoi fait-il ça? Selon ses dires, ou encore ceux de Ferdinand, le cadavre serait attendu par l'humanité entière, et apporterait la prospérité au plus grand nombre. Lors de cette phase, nous avons pu découvrir de nombreux acteurs voulant récupérer le cadavre pour plusieurs raisons. Johnny pour retrouver le contrôle de ses jambes, Hotpence pour expier ses péchés, etc. Et au centre de tout ça, l'on retrouve Valentine, qui, à la différence de ses autres acteurs, a l'air de vouloir utiliser le cadavre pour le bien commun de son pays, et non pour de futiles raisons personnelles. C'est du moins ce que suggère Blackmore, après avoir reconnu sa faute, de vouloir s'approprier le cadavre pour lui tout seul au détriment de Valentine, rapprochant même Lucy Steele au péché d'Ève. C'est comme si tous ces manieurs étaient subjugués par la prestance et les ambitions de Valentine, comme s'ils étaient convaincus qu'il est celui qui saura utiliser le cadavre au mieux, pour le bien de son pays et ses habitants, comme s'il était une sorte d'envoyé divin, destiné à s'approprier le corps du Christ. Et cela est parfaitement en accord avec son flashback, trouvant le cœur par hasard, et se hissant comme un héros auprès du peuple, comme si le cadavre l'avait choisi lui, et personne d'autre. C'est tout de même contradictoire, de prétendre agir pour le bien commun, étant donné que Valentine n'hésite pas à sacrifier et utiliser de nombreuses personnes pour arriver à ses fins. Et vous verrez que cette ambiguïté est ce qui définit le personnage. L'on verra par la suite ce qu'il en est, mais il est clair que pour l'instant, Valentine fait forte impression. Il est de nature désinvolte et déterminé, n'accorde sa confiance qu'à peu de monde, et possède une aura menaçante ainsi qu'un charisme digne des autres antagonistes de JoJo. Enfin pour l'heure, la 7ème étape va marquer un tournant dans l'histoire. Johnny et Jairo arrivent à Gettysburg
pour récupérer les morceaux de cadavres que détient Hot Pants. Valentine est au courant, et il se prépare à aller sur les lieux, tandis qu'au sein de cette vieille chapelle convertie en décharge, un manieur de stand attend tranquillement l'arrivée de nos deux héros. Après avoir tout mis en place, il est temps d'agir, de prendre la serviette. 3. Prendre la serviette. Gettysburg, 12e jour de la 7e étape. Nos deux héros font face à Axl Rose et son terrible Civil War, mettant ses adversaires directement face à leurs péchés. Alors que Hot Pants et Gyro sont KO, Johnny lutte grâce à son Tusk Acte 3 nouvellement acquis, après avoir vu le Christ l'invitant à prendre une nouvelle voie. Il va ainsi réussir à se purifier de ses crimes et ceux hérités d'Axl Rose. Johnny a compris comment fonctionne ce stand. Il n'aura qu'à sortir de l'enceinte du bâtiment pour le tuer, et ainsi prendre le cadavre que ce dernier s'évertue tant à défendre. Mais notre cher Johnny sera pris de court, puisque ce n'est autre que Valentine en personne qui va soudainement arriver, et tirer une balle en plein dans la gorge d'Axl Rose. Ce dernier a cependant pris le soin d'éviter ses organes vitaux, afin de pouvoir prendre le cadavre sans hériter de ses péchés, et ainsi pouvoir quitter la zone couverte par Civil War avant qu'Axl Rose ne succombe à ses blessures. Un plan astucieux rondement mené pour une entrée en action absolument cruelle et terrifiante. Alors que tout le monde était réuni dans cette chapelle et se battait contre un adversaire redoutable, remettant en cause leur légitimité à avoir le cadavre, Valentine va arriver comme une fleur à la fin du combat pour s'en emparer tranquillement. Valentine va donc repartir avec les morceaux qui sont presque tous rassemblés ici, lors d'une dernière épreuve pour savoir qui mérite le corps. Il ne lui manque désormais que les deux yeux, qui appartiennent respectivement à Lucy et Dio, ainsi que la tête, qui attend bien sagement d'être trouvée. Tout ça va nous amener à Philadelphie, lieu de début de la 8e étape, qui s'apprête à être le théâtre d'une série d'événements capitaux. Alors que Stephen Steele commence à comprendre ce qu'il est arrivé à Lucy, et que Wekapipo engage un combat contre Majo pour protéger Monsieur Steele, Valentine, lui, passe un moment tranquille avec Scarlett. Ça me fait plaisir de te revoir. Depuis Chicago, nous n'avons plus eu le temps de prendre le thé ensemble, ou de jouer de la musique tranquillement. Valentine trouve sa femme différente de d'habitude, mais particulièrement attirante. Alors que Lucy essaye de jouer au mieux son rôle de femme du président, l'œil bien gardé au fond de sa poche va tomber, et se mettra à rouler vers une étrange salle. Valentine entend l'œil tomber, mais lorsqu'il s'approche de l'endroit où il a entendu le bruit, il n'y a rien. La raison est simple. Derrière la porte où l'œil a roulé, se trouve une salle où le cadavre est disposé, et l'œil l'a donc rejoint, les morceaux s'attirant mutuellement. Lucy l'a compris, mais quand Valentine va s'impatienter et lui demander si ce qui se trouve derrière cette porte la préoccupe, cette dernière feint l'ignorance. Oh, une merveille est cachée derrière la porte. Ce doit être un secret magnifique. Alors que Lucy se trouve dans une situation de plus en plus stressante, et que Valentine veut l'embrasser tant cette nouvelle Scarlett l'attire, elle va une fois de plus jouer l'ignorante, et lui demander pourquoi est-ce que le président de ce pays consacre autant de temps à ce qui apparaît comme un simple sport. Valentine va alors saisir cette occasion pour lui expliquer ce qu'il se passera à l'issue de la course, et commencer à démontrer sa fameuse métaphore de la serviette. Imaginons une table ronde à laquelle siègent de nombreuses personnes, et que les couverts soient disposés d'une manière à ce que chaque personne ait à sa disposition une serviette à sa gauche et une serviette à sa droite. Imaginons que vous-même, vous soyez assis à cette table. Quelle serviette choisiriez-vous de prendre? Celle de gauche ou celle de droite? La bonne réponse, c'est que vous allez attendre et suivre l'exemple de celui qui choisira sa serviette en premier. C'est logique, parce que si une personne prend celle de droite, eh bien toutes les autres seront obligées de prendre la même, sans quoi la rotation de la table serait foutue. Valentine va ensuite élargir cela à des concepts plus larges et importants. Qui fixe la valeur de la monnaie en premier? Qui fixe les lois? Qui fixe les normes de l'électricité? Ce n'est pas un choix collectif, mais celui du décisionnaire, celui qui choisit sa serviette avant les autres. Le premier mouvement influe directement sur les suivants, et selon Valentine, la personne choisissant sa serviette en premier est toujours le maître de cérémonie, le plus vieux. Enfin bref, celui qui est en mesure de choisir sa serviette doit être respecté de tous. Funny Valentine veut donc être celui qui prendra la serviette en premier, et pour ce faire, il doit mettre la main sur le cadavre, afin d'être respecté de tous. Il va d'ailleurs choisir un exemple criant, en disant que si Jésus-Christ était assis à cette table, tout le monde serait obligé de prendre leur serviette après lui. Pour résumer, cette métaphore veut que le monde soit fait de décisionnaires seuls, quelqu'un que tout le monde écoute, et qui donc prend la serviette en premier. Mais pour ça, cette personne doit être respectée. Valentine fera donc une allusion à Jésus-Christ, et au fait que tout le monde le suivrait s'il prenait la serviette en premier. Et ça veut tout dire. Valentine veut donc obtenir le corps de Jésus et se l'approprier pour que toute l'humanité le respecte, comme l'humanité respecte Jésus.
Il pourra ainsi être en mesure de prendre la serviette en premier, d'être un décisionnaire, afin de, selon ses dires, créer une Amérique prospère, et ce, grâce au cadavre. Alors pris dans un élan d'orgueil et de détermination, Valentine va, après avoir récité son incroyable discours, demander à Scarlett de se déshabiller, et prévenir son garde de les laisser tranquilles pendant au moins une demi-heure. Il va lui-même se déshabiller, laissant apparaître son dos meurtri par ses cicatrices patriotiques. Ces mêmes cicatrices qui lui font encore mal des années après, qui lui rappellent ainsi son passé et ses profondes convictions, vont soudainement arrêter de le lanciner. J'ignore pourquoi, mais la douleur vient de s'arrêter. Peut-être est-ce dû au fait qu'aujourd'hui, mon corps désire une nouvelle vie. Quand j'aurai obtenu le véritable pouvoir, il me faudra une descendance. C'est la seule manière d'en assurer la transmission et la prospérité. Tu veux que je t'insulte, n'est-ce pas? Déshabille-toi, Scarlett. Alors que l'on voyait le personnage jusqu'à maintenant comme un homme assez sage en temps normal, mais qui entre dans une détermination certaine lorsqu'il parle de son pays ou du cadavre, Funny Valentine se montre ici carrément terrifiant. Son discours sur la serviette lui a tellement rappelé ses convictions et son patriotisme qu'il en est entré dans une envie complètement folle de vouloir créer une descendance ici même pour transmettre ses convictions et la prospérité de son pays lorsqu'il aura obtenu le véritable pouvoir. Quand bien même il a compris que sa femme n'est pas sa femme mais la traîtresse, il va tout de même vouloir avoir un enfant avec elle et commencer à le faire de force, qu'elle le veuille ou non. Mais, alors que son déguisement tombe, Lucy, totalement désespérée mais n'oubliant pas ses réflexes de défense, va planter un couteau dans la gorge du président. Ce dernier va s'écrouler par terre et étrangement disparaître en se faufilant sous une chaise. Alors que Lucy, les vêtements déchirés, essaye de s'enfuir, Valentine va réapparaître de cette même chaise, comme neuf. L'on verra alors apparaître son stand pour la première fois. Lucy a été contrainte de fuir dans la salle où se trouve le cadavre, et Valentine va vite le comprendre. Ce dernier, derrière la porte, lui demande de se tenir tranquillement quand il entrera, en la menaçant de tuer ses proches si elle tente de se suicider en s'étouffant. Lucy, dos au mur, va voir une lumière émanant de l'intérieur de la cheminée, et, en s'approchant de ce qui est en réalité le cadavre, va se faire totalement envelopper par cette lumière douce et chaleureuse. Mais, alors que Valentine entre, il va voir que Lucy est enceinte. Mais pas de n'importe qui, du cadavre lui-même, qui a implanté la tête dans le ventre de Lucy. Ouf, cette scène était longue et dense à résumer, mais c'est nécessaire, car bon sang qu'elle est importante. L'on voit ici un Valentine qui explique ouvertement ses ambitions et désireux de créer une descendance pour transmettre sa flamme. L'on découvre une facette du personnage absolument terrifiante et instable. Il est devenu carrément fou, tant son discours aura ravivé sa flamme patriotique et ses convictions. Et, étant entouré du cadavre qui le met en émoi et d'une femme qu'il trouve terriblement attirante quand bien même il s'agit de Lucy Steele, il voulait carrément la violer, afin de créer une descendance et de continuer à prospérer. Tant il est convaincu qu'il est un élu dont le peuple a besoin. Il avait tellement son devoir et ses convictions en tête, qu'il en a carrément oublié la douleur de ses blessures. Mais voilà, le cadavre en a décidé autrement, en enrobant Lucy d'une lumière douce, lui donnant la tête du cadavre dans son ventre. C'est cela qu'elle doit porter, et non l'enfant de Valentine. Cette scène est terriblement symbolique, puisqu'elle fait allusion à la naissance, ou plutôt la renaissance du Christ, en faisant un parallèle entre Lucy Steele et la Vierge Marie. Lucy ne devait pas subir de rapport direct pour donner naissance à un quelconque enfant, mais bien rester vierge pour donner naissance à la tête du Christ. C'est une fois de plus la preuve que Valentine a véritablement été choisi par le cadavre et lui est directement connecté. Il veut avoir un enfant de Lucy Steele? Très bien. Le cadavre va implanter la tête dans le ventre de cette dernière. Car ce n'est pas l'enfant de Valentine qu'elle doit porter, mais bien le Christ. Tel est son rôle. Si vous voulez, Valentine a transmis au cadavre son envie de faire de Lucy Steele la porteuse de sa descendance. Et ce dernier en a fait une sainte, portant la dernière partie du corps du Christ, qui en accouchera seulement lorsque toutes les parties seront rassemblées. Enfin, on peut aussi voir ça différemment, comme si le corps ne cherchait qu'à se rassembler et a donc profité de Lucy Steele qui était vierge. Mais j'y reviendrai plus tard dans l'analyse finale. Il ne reste donc plus que l'œil. Et Valentine compte bien s'en emparer au plus vite. Valentine va profiter du fait que tout le monde soit réuni à Philadelphie, donc Jairo, Johnny, Dio et Weka Pipo, pour faire une entrée en grande pompe et foutre un bordel pas possible avec son stand. En effet, alors que Johnny et Jairo sont sur les lieux pour attraper Diego Brando, Jairo va se faire encercler par Disco, nouveau manieur envoyé par Valentine, et par le président en personne, sans pour autant se rendre compte de sa présence. Johnny voit la scène, mais se prendra tout à coup une balle en pleine tête par un mystérieux personnage. Jairo entend le bruit, mais se fait ralentir par le manieur de Chocolate Disco. Il va en venir à bout, et, en voulant enquêter sur l'identité de la personne qui a tiré sur Johnny qui a disparu dans les égouts, Jairo va demander à des enfants jouant dans le parc de témoigner, en leur montrant les photos respectives de Dio et Weka Pipo. L'un dira que c'est Weka Pipo qui a tiré, l'autre Dio. Et un vieil homme qui a observé la scène dira même qu'il s'agit nul autre que du président Valentine qui est responsable.
Qui a raison? Qui a tort? La vérité, c'est que tout le monde dit vrai. En effet, suite à ça, le récit va nous montrer deux versions des faits différentes. L'une où Wekapipo, alors attaqué par un étrange homme se cachant derrière un drapeau américain, va tirer sur Johnny en voulant tirer sur l'homme inconnu. Et une autre, où c'est Diego qui a tiré sur Johnny en voulant abattre Wekapipo. Les deux hommes vont se rencontrer, et, chacun étant convaincu que c'est lui-même qui a tiré sur Johnny, vont en déduire que c'est le président qui est responsable de ce beau bordel. Et en effet, Valentine va les attaquer au même moment, comme sortant de nulle part. Il va introduire son pouvoir, Dirty Deeds Done Dirt Cheap, et attaquer les deux hommes de tous les côtés, en sortant de partout. Dio en a déduit qu'il pouvait se dissimuler dans quelque chose. En l'occurrence, en soulevant un drapeau qu'il pense être sa couverture, Valentine va en effet apparaître et piéger Dio dans le drapeau. Ne sortiront que ses jambes, tandis que le reste de son corps a été transporté dans un étrange autre monde où se trouve un double de lui-même, aux côtés d'un autre Valentine et d'un autre Wekapipo. Valentine va profiter du fait que Dio soit immobilisé pour lui subtiliser l'œil. Quant à Dio, son corps ainsi que celui de son étrange double vont se détruire en 1000 morceaux et vouloir se rassembler ensemble. L'œil gauche est enfin à moi. Je suis le seul, grâce à mon pouvoir, à pouvoir pénétrer chaque monde à ma guise. Toi, en revanche, tu n'as pas ta place ici. À ton avis, qu'arrivera-t-il à ton corps lorsqu'il sera confronté à ton double? Je te laisse le découvrir. Suite à ça, on va avoir le droit à la scène de tir sur Johnny, mais du point de vue de Valentine. Ce qu'a donc vu Johnny. Valentine est derrière Jairo. Il va s'insérer entre deux chevaux pour que ces derniers l'emmènent jusqu'à Johnny. Une fois arrivé à destination, il va en sortir et tirer une balle sur Johnny. C'est aussi simple que ça. Il va disparaître et l'on verra une planche montrant nos deux autres suspects entreposés, se disant tous deux qu'ils ont tiré sur Johnny. Faire coexister des mondes parallèles dans le même espace-temps. Telle est la faculté de Dirty Deeds Done Dirt Cheap, ou D4C. Autrement dit, sale coup pour 3 fois rien. Bon, avant de continuer, il est temps de faire un point sur le stand de Valentine, histoire de bien comprendre ce qu'il s'est passé, et pouvoir aborder plus facilement la suite. Imaginons que dans le monde des Steel Ball Run, plusieurs univers parallèles existent. Des univers s'articulant tous autour d'un univers central, celui où le cadavre existe. Dans ces autres univers, les principaux éléments restent les mêmes. La Steel Ball Run est en cours, les personnages existent et possèdent les mêmes parcours et ambitions. Mais certains détails changent, comme je sais pas, à tout hasard, des personnages qui possèdent des stands différents de celui qu'ils ont habituellement, ou encore une Steel Ball Run créée dans un objectif différent, comme par exemple récupérer un diamant. Dirty Deeds Done Dirt Cheap, dit D4C, possède le pouvoir de circuler librement entre tous ces univers, et pour ce faire, Valentine doit s'insérer entre deux objets, comme il l'a fait avec une chaise lors de la traque de Lucy Steele, première apparition du stand, ou encore avec le drapeau américain lors de ce combat contre Diego et Wekapipo. Mais alors, à quoi ça lui sert de naviguer entre plusieurs univers? Eh bien déjà, s'il subit des dommages mortels, il peut entrer dans un autre univers pour aller chercher le Valentine de ce nouvel univers. Valentine à qui sera transférée la conscience de l'originel, sachant donc exactement ce qu'il se passe dans l'univers originel, et ce qu'il doit faire. C'est donc exactement le même Valentine qui reviendra dans l'univers originel, tout neuf, et en parfait état pour se battre. Ah oui, et chose importante, seul le Valentine de l'univers originel possède D4C, et le stand sera donc transféré lorsque Valentine ira chercher un autre Valentine d'un autre univers, faisant de ce nouveau Valentine le Valentine de l'univers originel, celui possédant D4C. Mais ça n'est pas tout. En plus de pouvoir ramener des doubles d'autres univers, permettant à Valentine d'être toujours en état de se battre dans l'univers originel, D4C lui permet de se débarrasser facilement de ses adversaires en leur faisant rencontrer leur double. En effet, lorsqu'une personne est emmenée par D4C dans un autre univers et qu'elle rencontre son double de cet univers, eh bien les deux corps vont s'attirer mutuellement pour finalement se désintégrer. Bien sûr, Valentine est immunisé à ce phénomène. Ainsi, si par exemple Dio est un obstacle aux ambitions de Valentine, il n'a qu'à s'insérer entre deux objets, aller chercher le dieu d'un autre univers, puis à nouveau s'insérer entre deux objets, afin de faire rentrer ce dieu-ci en contact avec le dieu de l'univers originel, et ainsi pouvoir se débarrasser de lui dans l'univers de base. C'est ce qui arrive à Dio lorsque le haut de son corps est piégé dans un autre univers, et qu'il commencera à se désintégrer au contact du Dio de cet univers-ci. Enfin voilà, Valentine sait se servir au mieux de son stand, et utilisera encore plein d'autres facettes de D4C, comme piéger un adversaire entre deux univers, ou encore ramener plein de doubles dans l'univers originel pour être en supériorité numérique, même si seul le Valentine de l'univers originel possède donc D4C. Bon, j'espère que cette explication a été claire.
Si ce n'est pas le cas, vous pouvez aller voir la vidéo de Jojo qui explique très bien en quoi ce stand est absolument redoutable. Bref, tout ça pour dire que ce qu'il s'est passé dans cette phase d'introduction de D4C, c'est que Valentine a tiré sur Johnny, mais qu'il a foutu un bordel pas possible en entremêlant plusieurs univers, afin que chacun croie avoir tiré sur Johnny. Il a donc embrouillé tout le monde avec son stand dépassant les limites de la raison. Bien joué Valentine. Revenons donc à notre histoire. Alors que Valentine a obtenu l'œil que détenait Dio, la dernière partie manquante, ce dernier, alors toujours coincé entre deux univers, commence à comprendre les fondements du pouvoir de Valentine. Dans cet univers alternatif dans lequel il est piégé, il va utiliser ses connaissances à bon escient, en guidant un Johnny mourant grâce à ses dinosaures pour le faire tirer sur Valentine, et ainsi le mettre hors d'état de nuire, et en utilisant Bocapipo pour regagner son monde originel. Mais voilà, pour s'en sortir, il a dû ramener le Bocapipo de l'autre univers dans l'univers de base, faisant ainsi se rencontrer les deux corps, et tuant donc ce dernier. Enfin, Diego s'en est sorti, Johnny est sauvé, mais le Valentine originel a réussi à mettre la main sur l'œil. Toutes les pièces sont désormais réunies, et il ne manque plus que l'accouchement de Lucy pour que Valentine arrive enfin à s'approprier le pouvoir du cadavre. C'est ainsi que s'achève l'introduction de D4C, probablement celle que je considère comme la plus légendaire de tout Jojo. Allez, il est temps de faire un petit tour du côté de Lucy. Cette dernière, toujours enceinte et qui se repose dans la résidence présidentielle, va entendre une voix l'invitant à trancher. Alors que les sbires de Valentine cherchent à l'endormir pour la calmer, cette dernière va voir des événements étranges se déclencher autour d'elle. En effet, ses larmes prendront une forme dure, et toutes les personnes cherchant à lui nuire, en l'occurrence les sbires de Valentine cherchant à l'endormir, se verront attaqués par une série d'hasardeux événements protégeant Lucy Steele. Ça doit rappeler un certain truc au lecteur de Jojo Lion. Par exemple, en voulant planter une seringue en Lucy, le sbire va planter un autre garde, ce qui entraînera un tir à bout portant tuant le sbire. Ces événements sont désastreux et étranges, mais ils protègent Lucy Steele. Cette dernière va d'ailleurs le comprendre et l'utiliser à bon escient, en forçant un cocher à aller où elle veut. Mais alors, où veut-elle aller? Lucy entend une voix lui demandant d'aller jusqu'à la rivière Delaware, et, une fois arrivée à destination, de chercher un bateau. Cette voix, c'est celle de Valentine, qui la guide à distance grâce au pouvoir des yeux, visiblement. Ce dernier est désormais certain que le cadavre l'a choisi, qu'il l'aime, et que le pouvoir de Lucy Steele est même de son côté. Lucy va donc descendre, et voir Valentine, qui lui annonce qu'il se dirige vers le dernier point de la carte, la terre ultime où Lucy Steele enfantera. Et oui, Valentine est désormais tellement connecté au cadavre, qu'il a développé en Lucy un pouvoir la guidant jusqu'à Valentine. Et ceci, en étant protégé par la grâce divine. C'est du moins ce qu'il croit. Valentine et Lucy vont donc embarquer dans le bateau. Le président va essayer de rassurer la jeune femme en la traitant gentiment, et en lui assurant que tout le monde connaîtra le bonheur grâce à ce cadavre. Il dira ensuite que les critères qui font qu'un homme est attiré par une femme ne sont pas l'amour ou quoi que ce soit d'autre, mais la chance. Il faut que la femme lui porte chance. Et en l'occurrence, c'est le cas pour Lucy Steele. Elle est son alliée, parce que le cadavre en elle est déjà l'allié de Valentine. Il terminera sa petite discussion avec elle, en jurant sur le cadavre sacré qu'il ne tuera pas Stephen Steele. Lucy, qui au début était convaincue qu'il mentait comme il respire, et qu'il était tout sauf un homme de confiance, se dira qu'il n'est peut-être pas si maléfique que ça, si le cadavre est de son côté. Valentine, après avoir fait disparaître un subordonné jugé inutile, va désormais attendre tranquillement la traversée du bateau, afin de prendre le train les amenant à la destination finale, l'endroit surplombant l'océan Atlantique, où se déroulera un événement qui changera la face du monde. Alors qu'il se passe des choses étranges du côté de Lucy, cette dernière se transformant petit à petit en cadavre, au fur et à mesure que le train s'approche de ce fameux endroit, Dio et Hotpen se s'allient temporairement pour se battre contre Valentine. Ce dernier l'a compris, et les attend de pied ferme. En tant que président, il doit empêcher toute forme d'imprévu. Il sera le premier à prendre la serviette. Va donc s'engager un combat féroce contre Dio et Hotpence, qui débutera avec un Valentine qui empruntera dans les règles les Dio et Hotpence d'un autre univers, afin de les faire se rencontrer et donc désintégrer. Dio, pris d'un élan de motivation pour trôner au-dessus de cette bande de pigeons qu'on appelle les humains, va encore une fois se servir de ses connaissances quant au pouvoir de Valentine, et ainsi faire disparaître son double et celui d'Hotpence en les claquant contre une porte. Malin. Alors que Valentine découvre la transformation de Lucy, Dio l'attaque soudainement. Ce combat va vite tourner en faveur de Dio, dominant Valentine sur toute la ligne. Mais voilà, ce dernier a plus d'un tour dans son sac, et va ramener une armée de doubles qui seront tout de même vaincus grâce à un Dio métamorphosé en Valentine, grâce au spray de chair de Hotpence. Dio va ainsi à nouveau prendre le dessus,
et sauter du train avec Valentine en explosant la fenêtre en 1000 morceaux, telle une scène de film d'action hollywoodien. Mais alors que Dio, transformé en dinosaure, allait l'achever, Valentine profite du train qui passe au même moment pour s'insérer dans un autre univers en se faisant écraser. Décidément, Valentine est increvable. Et le sort est définitivement de son côté. Mais si Valentine peut survivre à un écrasement de train, et qu'en vérité cela lui soit même bénéfique, ça n'est pas le cas de Dio, qui terminera sa vie ici, voyant alors son corps totalement séparé en deux, dû au passage du train. Repose en paix, petit dinosaure. Toi qui avais un mode de pensée totalement à l'inverse de celui de Valentine. En effet, car si Valentine pense que le monde est fait de décisionnaires, et veut donc prendre la serviette en premier pour que tout le monde le suive, Dio, lui, considère les humains comme des pigeons qui se suivent dès que l'un d'entre eux s'envole dans une direction, et veut donc se placer au sommet pour tous les dominer, et être encore plus prétentieux qu'eux. Les visions contraires d'un homme qui aura vécu toute sa vie dans le luxe, et d'un autre qui aura eu une enfance terrible, et qui aura dû gravir les échelons de la société à sueur et à sang. Mais en fin de compte, c'est bien Dio qui périra face à un homme que le cadavre a choisi, un élu divin, tandis que lui ne croyait pas du tout au cadavre et au bonheur qu'il est censé apporter. Pendant ce temps, c'est le bordel autour de Lucy Steele. Tous les objets se rassemblent autour d'elle. Valentine assiste en direct à la manifestation du pouvoir du cadavre, et tout à coup, après que Hot Punch ait succombé à cet étrange phénomène, Valentine, après tout ce temps passé à se battre pour l'obtenir, s'approprie enfin le pouvoir de Lucy, le pouvoir du cadavre. Une étrange faille se crée alors autour de Valentine, et dont Lucy est l'épicentre, une faille dans laquelle Valentine peut se déplacer librement. Même s'il ne sait pas encore exactement de quoi il s'agit, le cadavre a fait naître en Valentine un nouveau pouvoir. D-Force accède à un stade supérieur. Valentine a enfin réussi à prendre la serviette. Allez, on va arriver dans la dernière phase de l'analyse du personnage, avec le combat contre Johnny, Love Train, le bilan final, etc. Mais avant tout, j'aimerais faire une petite pause pour revenir sur certains points introduits dans cette troisième partie d'analyse, et en faire donc un rapide bilan avant de passer à la dernière étape. Je sais pas vous, mais j'ai vraiment l'impression de revivre Steel Ball Run en réalisant cette vidéo, c'est un vrai plaisir. Bon, on en a vu des choses quant à Valentine lors de cette entrée en action. Une entrée en action qui marque d'ailleurs l'entrée en scène et l'introduction de D-Force. Une introduction absolument légendaire pour un de mes stands préférés de tout le manga, j'ai presque rien à dire de plus. Qui n'a pas été happé par sa lecture de l'arc D-Force? Qui ne s'est pas trituré le cerveau en essayant de comprendre ce beau bordel et s'est dit « Wow, putain c'est fort quand même ». En ayant l'explication, en tout cas, moi c'était le cas. Mis à part ça, cette entrée en scène nous a permis de bien mieux cerner le personnage de Valentine, lui et ses motivations, et ce, grâce à bien sûr, la métaphore de la serviette devenue culte. Valentine pense que le monde est fait de décisionnaires respectés, et Valentine veut devenir l'un de ces décisionnaires en prenant la serviette de la table ronde en premier, s'approprier le pouvoir du cadavre saint en premier. Grâce à ce cadavre saint, il est convaincu qu'il pourra créer une Amérique prospère en se posant comme une sorte de nouveau Christ, le sauveur de l'humanité, le cadavre qu'il a définitivement choisi et lui est complètement connecté. Et ce probablement, car il était le premier à trouver un morceau de cadavre, le premier à avoir pris la serviette encore une fois. Et ses motivations, ça va créer deux belles oppositions avec deux autres personnages. Tout d'abord, comme j'ai pu le dire, avec Dio. Valentine voulant prendre la serviette pour que tout le monde le suive, et Dio détestant l'aspect mouton, suiveur, des êtres humains qui suivent tous une force supérieure. Et ensuite, avec Stephen Steele. En effet, Valentine considère les objectifs de Steele puérils et idéalistes à côté des siens, profitant au bien commun, même au prix de nombreux sacrifices. Selon lui, il faut des acteurs, des gens qui agissent pour faire bouger les choses, quoi qu'il en coûte. Et cette idée d'agir au prix de sacrifices, Valentine l'a bien compris. En effet, même s'il prône le bien commun, il montrera une fois de plus sa cruauté en éliminant l'un de ses sbires jugés inutiles ou en abusant physiquement et psychologiquement de cette pauvre Lucy Steele. Valentine est donc un personnage ambigu. Il est difficile de savoir si ce qu'il fait est juste ou non. C'est ce que se dira Lucy Steele, en se disant dans un premier temps qu'il est une personne horrible, mais en remettant ses dires en question, après avoir constaté que le cadavre était de son côté, et qu'il jura protéger Steele. En parlant de Lucy, la pauvre a été victime d'une violente crise de patriotisme de Valentine, devenant complètement fou après son discours lui ayant rappelé ses profondes convictions. On a donc affaire à un homme complètement extrémiste dans ses idées, et possédant un amour presque maladif pour son pays. Ses valeurs, il les a bien sûr héritées de son père ce jour-là, mais elles ont disons quelque peu varié, et se sont un chouïa accentuées. Un chouïa, hein, vraiment. Pour résumer Valentine lors de cette partie, il entre en action plus musclé que jamais. D'ailleurs ça j'en ai parlé dans la partie 1,
Mais Araki l'a justifié, entre guillemets, en disant qu'il avait fait de la muscu, même si c'est plus une revisite de chara-design pour coller à une entrée en action qu'autre chose justifiée par le scénario. Il fout le bordel avec D-Force et maîtrise la situation. Il veut créer une Amérique prospère quitte à faire des sacrifices, et ce, grâce au pouvoir du cadavre qu'il a réussi à maîtriser, et qui a même été choisi par ce dernier. J'ai dit tout ce que j'avais à dire pour la conclusion de cette partie. Je reviendrai sur Lucy et son pouvoir dans la dernière partie, lorsque j'évoquerai Love Train. Enfin, pendant que je parle de Valentine, Johnny et Jairo sont de leur côté prêts à l'affronter dans une confrontation finale, et se rapprochent à grands pas du train, plus déterminés que jamais. Que réservera le combat final qui s'engage? Quel est ce pouvoir dont Valentine a pris possession? Arrivera-t-il à atteindre son objectif? On va voir ça. Préparez-vous. Une fois la serviette obtenue, il faut se battre. 4. Se battre. Johnny et Jairo, après s'être avoués leur plus grand secret à l'aube du combat final, partent en direction du train de Valentine. Sur le chemin, ils remarqueront que le décor derrière eux se rapproche étrangement du train. Ils finiront par arriver sur la locomotive. Tandis que Jairo monte dedans et remarque que le conducteur est contraint d'avancer, alors piégé à l'interstice entre deux univers, Johnny fait face au président. Ce dernier utilise Lucy comme bouclier, mais Johnny n'hésite pas à tirer, utilisant les trous d'acte 2 pour ne pas la blesser. Mais alors que Johnny envoie une salve de balles d'ongles sur Valentine, un étrange phénomène va se produire. En effet, les balles atteindront dans un premier temps Valentine, mais seront finalement renvoyées sur une toute autre personne, en l'occurrence, un fermier qui travaillait dans le coin, faisant ainsi disparaître les blessures de Valentine. Ce dernier va instantanément comprendre la nature de ce pouvoir qui renvoie le mal vers quelqu'un d'autre, et ainsi voir Lucy comme une véritable déesse, celle qui permettra la paix grâce au règne d'un homme à la supériorité absolue. Le négatif est filtré, seul le positif peut passer à travers l'interstice. C'est le privilège de celui qui obtient le cadavre. Elle est là, la serviette de la table ronde. Le monde entier doit prêter allégeance à la première personne qui s'en empare. Et cette personne, c'est moi, Valentine. La puissance, la gloire, le bonheur, la civilisation, la loi, l'argent, la subsistance et l'âme du peuple. Tout m'appartient. C'est moi qui ai choisi la première serviette. Valentine est désormais entouré d'une lumière divine, d'un interstice dimensionnel dans lequel il peut se mouvoir librement en transcendant même les règles de la physique. Exalté par l'obtention de son nouveau pouvoir, il va alors se déplacer à toute vitesse et renvoyer ailleurs toutes les attaques qu'il subit. Il est désormais un être omnipotent, ne pouvant être atteint par quiconque. Johnny aura beau envoyer des ongles sur Valentine, ses attaques seront à chaque fois renvoyées vers quelqu'un d'autre, aléatoirement sur la planète. Johnny le dira. On n'a aucun moyen de le battre. C'est lui qui incarne la justice. Et nous sommes le mal. Bon, il est temps de faire un point sur Love Train. Cette capacité a commencé à être développée chez Lucy Steele, avec son Ticket to Ride. Un pouvoir la protégeant, créant des calamités autour de n'importe quelle personne qui chercherait à lui faire du mal. Ce pouvoir s'est éveillé afin que Lucy puisse enfanter de la tête sans problème. Et Valentine s'en servira pour la guider jusqu'à lui, convaincu que ce pouvoir avait été développé pour lui permettre de dompter le pouvoir du cadavre. En se rapprochant du dernier point de la carte, Lucy va voir son ventre dégonfler et commencer sa transformation. Le cadavre va petit à petit prendre la place de son corps. C'est ça, l'accouchement. Elle ne va pas directement accoucher de la tête, non. Elle sera carrément l'hôte du cadavre, comme une réincarnation divine, une déesse. Tous les éléments favorables à sa transformation seront attirés à elle, expliquant alors le rapprochement du décor, et tout ce qui lui est défavorable sera repoussé. Sous cette forme, étant une sorte de représentation de la pureté du monde, elle ne va attirer à elle que le bien, et filtrer le mal ailleurs. Tel est le pouvoir du cadavre, qui a ainsi pris la place de Lucy Steele, faisant d'elle la nouvelle déesse de ce monde. Valentine étant l'élu qui a ramassé les morceaux, il va ainsi hériter du pouvoir de Lucy Steele. Hériter du pouvoir du cadavre, ce qui, dans un premier temps, tuera Hot Pants. Ainsi, Ticket to Ride, assimilé par Valentine, deviendra D-Force Love Train. Ce pouvoir consiste en un interstice dimensionnel reliant Valentine à Lucy, dans lequel il peut se déplacer librement, et ce, en outrepassant même les règles de la logique et de la physique. Cette faille peut être considérée comme un point de singularité entre tous les univers, comme si Valentine se trouvait au centre du monde, ayant donc obtenu le pouvoir suprême, et transcendant même le concept de D-Force. Avant, il naviguait constamment entre les univers pour attaquer. Maintenant, il se trouve au centre de tous ces univers, et peut donc se déplacer sans aucune limite, sans être atteint par quoi que ce soit. Au sein de cette faille,
toutes les attaques que Valentine subira seront renvoyées vers une autre personne aléatoirement dans le monde. Également, tous ces étranges mouvements du décor interviennent en réalité en faveur de Valentine, et n'attirent que les éléments bénéfiques à lui, afin qu'il puisse tirer parti du terrain au mieux possible. Ainsi, lorsque Johnny lui tire des ongles, en réalité, il tue des gens. C'est à se demander qui est le gentil dans l'histoire. Valentine étant, selon Johnny, du côté de la justice. Sous cette forme, Valentine est donc totalement inatteignable. Il représente la justice, et quiconque cherchera à lui nuire serait en tort, tuant quelqu'un aléatoirement. Bien sûr, ça n'est pas aussi simple que ça, mais ce sera le propos de ma conclusion, alors je ne vais pas empiéter. On va donc partir du principe pour la suite que oui, Valentine représente la justice. Valentine est juste. Valentine est juste. Johnny déprime, convaincu qu'il est le mal et qu'il ne peut rien faire contre la justice incarnée. Cela dit, il reste un espoir. En effet, Jairo lui avait, avant le combat, parlé d'une technique de rotation visant à utiliser pleinement les mouvements du cheval, permettant, selon la légende, de franchir la barrière des dimensions. Et il s'avère que pendant l'extase de Valentine, Jairo a en partie réussi à créer cette rotation, et a envoyé une boule sur Valentine qui, preuve des cheveux du président restant accrochés, a réussi à l'atteindre. Il y a donc de l'espoir. Pour venir à bout du président, il faudra alors réussir à maîtriser totalement cette technique. C'est ainsi ce que va essayer Johnny, mais alors qu'il allait tirer sa balle au moment parfait, Valentine le rattrape, et lui tranche soudainement le bras. Juste après ça, Valentine se fait étrangement attirer vers le train. En réalité, Stephen Steele s'est réveillé, et, voyant Lucy dans un terrible état, l'a déplacée, et va charger Jairo de l'emmener le plus loin possible. Car en effet, plus Lucy s'éloigne de Valentine, plus elle reprendra sa respiration, et donc son apparence humaine. Car oui, Valentine ne peut utiliser Love Train qu'à une portée limitée de Lucy. Petit à petit, les points faibles de ce stand réputé invincible commencent pourtant à se dessiner. Enfin, toujours est-il qu'en voyant ça, Valentine va foncer sur Stephen et le choper par le col. Il lui dit qu'il entrave le bonheur du pays, qu'il a des objectifs superficiels comparés à lui, et qu'en voulant enlever cette déesse à son pays, il fait preuve d'un énorme égoïsme. Il ne le tuera cependant pas, honorant sa promesse faite à Lucy. Cet homme aurait-il de l'honneur malgré tout? En tout cas, Valentine n'a pas remarqué que l'une de ses oreilles est absente de son crâne, Jairo ayant réussi à nouveau l'étrange technique, arrachant une oreille au président. Jairo, voyant que la mère était attirée par Lucy, se dit que c'est pour une bonne raison, et compte donc se servir de la mère comme d'une alliée. Et oui, rappelez-vous que seul ce qui est bénéfique à Lucy est attiré à elle. Il est futé ce Jairo. Valentine se méfie. Jairo n'est pas un rêveur idéaliste comme Steele. Il doit le prendre au sérieux. Alors que les deux hommes se font face, Valentine va prendre conscience de l'absence de son oreille. Il va ainsi se rendre compte du plan de Jairo et ramener des doubles d'autres univers. Mais Jairo, repérant le vrai grâce à son oreille manquante, va réussir à déployer cette fameuse rotation et ainsi développer Ball Breaker, qui atteindra Valentine et le fera vieillir d'un côté. Bon, je vais faire un rapide point sur cette technique de rotation, histoire que ce soit clair. Au début du tome 21, il nous est dit qu'en dehors de D4C, il n'existe qu'une seule chose capable de traverser les dimensions, la gravité. Sans sa force d'attraction gravitationnelle, le corps du président perdrait sa cohésion lors des traversées interdimensionnelles, son unité se décomposant alors et se perdant dans l'infinité des dimensions. Ball Breaker est donc une technique consistant à reproduire la force de la gravité grâce au mouvement du cheval. Ainsi, une rotation chargée de gravité pourrait franchir les dimensions, et donc arriver à infliger des dégâts à Valentine lorsqu'il utilise Love Train. C'est bien sûr ce qu'il se passe ici, mais malheureusement pour Jairo, il y a un hic. En réalité, la sphère que Jairo a envoyée est passée en plein milieu de la faille de Love Train, ce qui a extrait une petite partie de la sphère, créant ainsi une rotation ovale, imparfaite. C'est un pur hasard que Valentine, de se dire lui-même, n'aurait jamais pu anticiper. Et tout ça parce que la déesse est de ses côtés. Si Jairo a échoué, c'est à cause de Lucy qu'il porte sur son cheval, car seul Valentine est l'élu de la déesse, et quiconque d'autre qui essaie de s'approprier son pouvoir sera voué à échouer. Il s'en sera donc fallu de peu pour que Jairo vienne à bout de Valentine. Mais, alors rattrapé par ses blessures remontant dans son cœur, Jairo tombe, et succombe définitivement. Sa vie sera conclue sur sa fameuse métaphore de la balle de tennis, qui retombe du côté où seul Dieu le veut. Dans ces moments-là, nous avons besoin de la déesse. En l'occurrence ici, elle était du côté de Valentine, et Jairo ne pouvait rien faire. Johnny, alors totalement bouleversé par la perte de son ami, s'acharne sur Valentine en vain, tuant toujours plus de personnes.
Valentine dit qu'il y a toujours une épreuve marquée par une bataille et une effusion de sang avant chaque nouvelle ère, ou tournant majeur de l'humanité. Depuis le début, tous les participants de la Steel Ball Run sont des offrandes pour un monde meilleur. La serviette est le symbole d'une nouvelle époque. Et grâce au cadavre qui repousse le malheur vers un autre lieu, mon pays connaîtra enfin le bonheur authentique. À présent, nous allons procéder à l'ultime sacrifice. Le tien, Johnny Joestar. Ton sang va maintenant clôturer cette épreuve. Mais Johnny ne l'écoute pas, et, suivant la dernière leçon de Gyro, va développer Tusk Act 4, et déployer l'énergie de la rotation infinie, ainsi obtenue sur Valentine. Cette rotation qui, à l'inverse de celle de Gyro échouée tout à l'heure, est bel et bien une rotation parfaite. Nous allons voir lequel de nous deux sera finalement sacrifié, président Valentine. L'on a ici une confrontation directe de qui sera le dernier sacrifice. Le monde sera-t-il meilleur sans des fous comme Valentine, ou la mort de Johnny sera la dernière étape de l'accès à un monde meilleur? Qui sera sacrifié pour le bien commun? Il semblerait que la balance penche du côté de Johnny. En effet, le corps de Valentine va se mettre à se disloquer et à tourner constamment, ne pouvant plus rien faire. C'est ça, l'énergie de la rotation infinie. Il aura beau essayer de fuir et de trouver un double dans un autre monde, mais quoi qu'il fasse, il sera toujours sous l'effet de la rotation infinie et attiré dans un trou. Peu importe dans quel univers il se trouve. La rotation infinie possède le pouvoir de suivre Valentine dans tous les univers, et ce, à tout jamais. Il est fini, pour de bon. Mais, alors que Valentine continue de se faire ensevelir, il va revoir son mouchoir, et se rappeler de son père. N'ayant plus alors aucune échappatoire, mais désireux de réaliser ses objectifs ravivés par la vue du mouchoir, il va alors s'avouer vaincu, et proposer un marché à Johnny. Si Johnny annule la rotation infinie du corps de Valentine en lui en envoyant une inversée, Valentine lui ramènera le Gyro d'un autre monde, afin que ce dernier puisse revoir son ami défunt. Valentine lui promet que Gyro reviendra ici sain et sauf, et ce, à de nombreuses reprises. Valentine va mettre toutes les chances de son côté pour prouver à Johnny qu'il est un homme bon et honnête, et va donc expliquer clairement son but et ses motivations à Johnny. Ses actions ne sont pas dictées par des ambitions personnelles. Il veut obtenir le cadavre par amour pour son pays, pour le bien de sa patrie. Le bonheur des uns fait le malheur des autres. Derrière la beauté, il y a l'horreur. Valentine veut obtenir le cadavre pour garantir la sécurité de son peuple. Car si le cadavre tombe entre les mains, je cite, du malfrat de la pire espèce à l'autre bout de la planète, de nombreuses catastrophes pleuvront sur l'Amérique. Ainsi, la Steel Ball Run a été organisée dans le but de récupérer le cadavre. Et tous les hommes qui ont péri lors de cette course étaient des sacrifices nécessaires. Chaque changement radical s'est accompagné d'un conflit, et en l'occurrence ce conflit, c'était la Steel Ball Run. Il ajoutera que le nombre de sacrifiés a été réduit au minimum, dû au fait que cette course ne soit qu'une simple course justement, et non un conflit à main armée qui aurait fait encore plus de victimes. Concrètement, Valentine savait qu'il fallait faire de nombreux sacrifices pour obtenir ce cadavre, que c'était inévitable. Mais, voulant réduire le nombre de morts au minimum, il a non pas décidé de vouloir s'emparer du cadavre de force, quitte à engager une guerre avec un autre pays et ainsi perdre des milliers d'hommes, mais organiser une simple course, qui, même si elle aura tué de nombreuses personnes, reste bien moins sanglante qu'un conflit armé. Il a donc réduit les pertes au minimum, pour le bonheur de son pays et de ses habitants. Valentine est convaincu de la justesse de chacune de ses actions. C'est à lui, et à lui seul que revient la possession du cadavre, afin que l'Amérique soit celle qui bénéficiera du bonheur, tandis que le malheur sera envoyé aux autres pays. C'est certes tragique, mais c'est nécessaire pour que ses habitants vivent dans le bonheur. Et les sacrifices de l'autre côté du globe sont inévitables. C'est ça, le patriotisme. Protéger sa patrie et sa famille avant tout, puisque c'est tout ce qui compte. Valentine continuera d'essayer de convaincre Johnny de sa bonté, en lui donnant le spray de Hot Pants pour se soigner, ou en rappelant qu'il a tenu sa promesse de ne pas tuer Stephen Steele. Il terminera en disant qu'il a un père qu'il compte honorer et qu'il aimerait revoir, tout comme Johnny aimerait revoir Gyro. En entendant cela, Johnny commencera à croire que Valentine est juste, car, contrairement à lui, il aime son père. Lui, qui ne comprend même pas comment on peut ressentir autant de choses pour son créateur, se dit que c'est lui qui est du côté du mal. Et Valentine qui, en aimant son père comme il devrait le faire, comme tout être humain devrait le faire, est sûrement du côté du bien, sur le droit chemin. Mais cela dit, même si Johnny croit Valentine, il a besoin d'un petit pourcentage supplémentaire pour le croire à 101%. Il demande ainsi à Valentine de prendre un pistolet traînant par terre, afin de voir de quoi il serait capable en tenant un pistolet, une arme capable de mettre fin à la vie de Johnny. Je veux m'assurer qu'il n'y a pas de trahison ni d'attaque surprise cachée dans la doublure de la promesse.
Il te suffit juste de ramasser ce pistolet de tes propres mains. S'il ne se passe rien, alors j'aurai la preuve que je veux. S'il ne se passe rien, tout pourra s'arrêter, et je te croirai à 100%. Ramasse-le, président Valentine. Va-t-il tenir sa promesse et jeter le pistolet, ou au contraire la briser et tirer sur Johnny? Valentine, après un intense duel de regards, va se saisir du pistolet et dire « Aucun nuage ne vient obscurcir mon cœur, ni mes actes. Je ne fais que servir la justice. » Tout à coup, il va pointer son pistolet sur Johnny et trahir ses promesses en lui tirant dessus. Ce combat va se terminer avec un duel intense de tirs, pour terminer comme au Far West. Valentine finira alors par succomber une bonne fois pour toutes des balles de Johnny, homme en qui il n'a pas fait confiance et qu'il a préféré trahir pour faire de lui, une fois de plus, un sacrifice nécessaire. Valentine était très probablement honnête dans son discours, mais il a dû considérer Johnny comme une entrave à ses objectifs, et l'a trahi, voyant qu'il n'arriverait pas à le convaincre de sa bonté. Valentine est donc un homme honnête, mais quand ça l'arrange. Il a promis à Lucy de ne pas tuer Steele, pour la simple et bonne raison qu'il n'en avait pas réellement l'utilité. Cela dit, quand Steele a commencé à vouloir interférer, Valentine l'a menacé. Là, Johnny était une menace, et Valentine a jugé bon de profiter de l'opportunité qu'il avait pour trahir sa confiance et essayer d'en venir à bout. Mais voilà, Johnny a réussi à tuer Valentine, l'homme emmenant avec lui toutes ses ambitions dans sa tombe. Enfin, ce serait sous-estimer Funny Valentine, l'homme qui avait toujours un coup d'avance. Car en effet, à peine le combat terminé, que le cadavre va se faire voler. L'homme derrière tout ça n'est autre que Dio. Mais alors comment? Et pourquoi? Rappelez-vous, une fois la rotation infinie lancée en lui, Valentine n'arrêtait pas de changer d'univers, afin d'essayer de ramener un double, sans succès. Mais cette entreprise cachait une toute autre idée, trouver un Dio en bon état pour lui remettre le cadavre. Valentine sachant qu'il allait finir par succomber des mains de Johnny. Il voulait à tout prix trouver un successeur pour hériter du cadavre après sa mort. En l'occurrence un successeur américain, afin que le cadavre reste en possession des États-Unis et bénéficie au pays. Il doit rester chez nous, en Amérique. Pas question qu'il tombe entre les mains d'un inculte à l'autre bout de la planète. Il va donc ramener ce Dio dans l'univers originel afin que ce dernier prenne le cadavre et l'emmène au sous-sol de Manhattan afin que ce lieu soit l'épicentre de l'Amérique, faisant du pays un lieu de bonheur. En enterrant le cadavre à cet endroit et en le scellant de ses mains, tout le bonheur du monde appartiendra à Dio, et par la suite, aux États-Unis. S'il a choisi Dio pour cette tâche, ce n'est pas parce qu'il a spécialement confiance en lui, au contraire même, mais simplement car c'est la personne qu'il a jugée la plus à même d'hériter du cadavre pour le bien du pays, respectant tout de même ses ambitions. Cette dernière action de Valentine est donc une action de la dernière chance, en laquelle lui-même ne croit probablement que très peu, étant donné le mépris qu'il éprouve pour Dio. Mais voilà, jusqu'à la fin de sa vie, il aura tout fait pour son pays, allant même jusqu'à remettre le cadavre entre les mains de l'homme le plus orgueilleux qu'il existe sur Terre. Malheureusement pour notre cher président, Diego va échouer, alors rattrapé par celle qui fut autrefois la déesse d'un monde promis, Lucy Steele. Il sera en quelque sorte jugé pour avoir voulu s'approprier le cadavre par celle qui en était la réincarnation humaine il y a quelque temps. Dio n'était pas apte à posséder le cadavre, à prendre la serviette, et de même pour Valentine. Le cadavre sera ainsi enfermé dans ce sous-sol, et plus personne ne pourra l'obtenir. C'est bien mieux ainsi. Les hommes ne doivent pas essayer de maîtriser Dieu. Le droit au bonheur, celui auquel aspirait le président. Même si le cadavre symbolisait la loi de la serviette, seule la volonté de Dieu était à même de déterminer son destin. En fin de compte, le cadavre ne peut être la propriété de quiconque. Il ne doit être possédé ni par une nation, ni par un individu. Le corps va donc reposer dans ce sous-sol pendant de nombreuses années. Et quant au président Valentine, il sera acclamé par le peuple pour avoir organisé d'une main de maître cet événement hors du commun que fut la Steel Ball Run, volant la vedette à Stephen Steele. Et c'est ainsi que s'achève la 7ème partie de JoJo's Bizarre Adventure, Steel Ball Run. Eh bien, on en aura fait du chemin. Après avoir revu le parcours de Valentine dans son intégralité, il est venu le temps de conclure. Ah là là, par où commencer? Il y a tellement de choses à dire sur ce personnage absolument incroyable qu'est Funny Valentine. Et oui, j'ai déjà sorti le mot, mais comme ça c'est clair,
je suis absolument fan de Funny Valentine, et je le considère comme mon vilain préféré de JoJo, aux côtés de ce cher Enrico Pucci. Mais avant de donner mon avis complet sur le personnage, je vais sortir mon analyse finale que vous avez tant attendu au cours de cette vidéo. Funny Valentine est un personnage complexe, difficile à cerner, et pour lequel il est très difficile de prendre position. Son objectif principal, c'est de protéger son pays avant tout, sa famille avant tout. Ses valeurs patriotiques, il les a héritées de son père qui n'a pas daigné dire quoi que ce soit à ses tortionnaires. En sachant que son père a subi les pires sévices afin de protéger son pays et sa famille, et ce, alors qu'il n'était qu'un enfant, Valentine a grandi avec cette idée patriotique de protéger sa famille avant tout. Lorsque Valentine est tombé par hasard sur le cadavre, il s'est senti comme investi d'une mission divine, comme s'il était celui à qui revenait de droit ce cadavre, comme s'il était celui qui devait à tout prix le reconstituer, voyant alors en lui une opportunité de l'utiliser pour le bien de son pays. Il deviendra alors président, et fera tout ce qui est en son pouvoir pour pouvoir mettre la main sur les autres parties du cadavre, afin de rendre son pays prospère, et ce, le plus longtemps possible, ce qui explique son envie de créer une descendance pour lui succéder et inculquer ses valeurs à ses futurs descendants. Bien sûr, quand je dis tout ce qui est en son pouvoir, c'est à prendre au pied de la lettre, car bien sûr, vous le savez tout autant que moi, Valentine est un homme réellement prêt à tout pour son objectif, quitte à faire de nombreux sacrifices humains ou autres actes horribles. Ces sacrifices se résument à manipuler psychologiquement et physiquement les personnes utiles à la réalisation de son objectif, éliminer quiconque se dressera sur son chemin, ou encore envoyer à la mort de nombreux manieurs de stand en accord avec sa philosophie pour que ces derniers lui ramènent les morceaux. Mais Valentine a une bonne raison de faire ça. À la différence d'un Pucci qui était totalement aveuglé par son désir irréaliste de créer un monde parfait sans que personne n'ait à subir de malheur, Valentine, lui, est totalement conscient de ce qu'il fait, et convaincu de la justesse de chacune de ses actions. C'est simple, le mode de pensée se base sur une réalité manichéenne et binaire, une réalité à deux faces. Le bonheur des uns fait le malheur des autres. Si Valentine pense comme ça, c'est parce qu'il a vu de ses propres yeux la vérité du monde dès son plus jeune âge, s'inscrivant alors définitivement en lui, marqué au fer rouge par ses cicatrices lui rappelant toujours sa mission, à cause des douleurs horribles qu'elles entraînent. Valentine sait que tout le monde ne peut pas vivre heureux et en harmonie, que ce mode de pensée est idéaliste et tout bonnement puéril et inimaginable une seule seconde. Il a alors grandi en suivant ce qui fait le plus de sens pour lui, à savoir les valeurs qu'il a héritées de son père ce jour-là, protéger sa famille avant tout. En l'occurrence ici, protéger son pays avant tout. C'est ça, le patriotisme. Ainsi, Valentine est donc une victime de la manière dont le monde est fait. Un cadavre sacré, celui de Jésus, ayant le pouvoir d'apporter la prospérité à un pays seul, ou encore à remédier à n'importe quel maux des êtres humains, existe. Ainsi, il est clair que sa simple existence amènera de nombreuses personnes à vouloir obtenir ce cadavre pour leur compte personnel, c'est une réalité. Quelqu'un qui obtient le cadavre obtient tout le bonheur du monde, et renvoie tout le malheur vers le reste de l'humanité. C'est en se basant sur ce fait que Valentine a décidé d'agir pour sauver son pays en priorité, en accord avec ses fameuses valeurs patriotiques. C'est le seul moyen d'offrir la paix et la prospérité à son pays, quitte à tirer un trait sur le reste du monde. Et pour ce faire, dans un objectif de vouloir réduire le plus possible le nombre de victimes, Valentine a, pour récupérer ce cadavre, non pas engagé un conflit armé, mais repris les rênes d'une simple course a priori inoffensive. Il est vrai que la Steel Ball Run, même si, encore une fois, aura été tragiquement meurtrière pour de nombreuses personnes, reste tout de même moins grave qu'un conflit armé, qui aurait alors entraîné des milliers de morts. Tous les sacrifices que font donc Valentine sont nécessaires pour le bien de son pays. C'est ça que signifie le nom de son stand, sale coup pour 3 fois rien. Que finalement, toutes les atrocités qu'a pu faire Valentine, c'était pour un monde meilleur. Mais encore une fois, un monde meilleur certes, mais pas idéaliste, et surtout, à son échelle. Car il est parfaitement conscient que le reste du monde sera sacrifié pour le bien des États-Unis, et les États-Unis seuls. Cette idée sera parfaitement personnifiée en Love Train, avec un stand n'attirant que le bien à Valentine, renvoyant alors toutes les attaques qu'il subit vers une personne innocente. Si vous voulez, il veut récupérer le cadavre pour ne pas que les États-Unis soient sacrifiés au profit d'un autre pays. Du style, il sait qu'il existe, et il sait que si quelqu'un d'autre dans le monde venait à le prendre, les États-Unis seraient sacrifiés. C'est donc sa mission en tant que président de protéger son pays. Valentine a voulu récupérer le cadavre, car il est convaincu que la paix est effective lorsqu'un être à la supériorité absolue règne. Et il s'est alors convaincu que cet être ne devait être que lui et lui seul, car il est celui qui comprend au mieux le cadavre. Cela dit, comme il le dit si bien, et contrairement à un Johnny ne voulant obtenir le cadavre que pour des raisons égoïstes, Valentine ne veut pas obtenir le cadavre pour la gloire ou quoi que ce soit d'égoïste, mais bien pour le bien de son peuple. Et son peuple, ils l'ont bien compris.
Il suffit de voir tous ces sbires tels Ferdinand ou Blackmore qui sont absolument convaincus que le cadavre ne peut être qu'entre les mains du président. Tout ça, c'est grâce à un charisme inébranlable et des convictions fortes. Et justement, ce qui ressort de Valentine, c'est que l'homme est absolument convaincu de A à Z de la justesse de chacune de ses actions, et qu'il se battra jusqu'au bout. Et ce, même après sa mort, en transférant la possession du cadavre à Dio. Cette ultime action montre bien que Valentine ne voulait en effet pas obtenir le cadavre pour la gloire, mais bien pour son pays, qu'il était à 100% honnête, alors prêt à laisser la serviette à Dio, qu'il considère comme l'homme le plus à même de lui succéder. Car Dio possède juste ce qu'il faut de réalité et de détermination aux yeux de Valentine. Et c'est là où je voulais en venir. C'est certain, Valentine est honnête lorsqu'il dit vouloir obtenir le cadavre pour le bien de son pays. Il sait comment le monde est fait, et il est l'une des rares personnes qui se bat pour essayer de changer les choses à son échelle, en suivant les valeurs patriotiques inculquées par son père. Mais bien sûr, là où je dis qu'il est difficile de prendre position pour Valentine, c'est sur cette idée de protéger son pays avant tout, quitte à faire un trait sur toute la misère du monde que cela entraînerait. Je ne vais pas faire de politique, mais je trouve ça très fort que l'on ressente même l'ambiguïté du personnage au travers de notre propre avis sur lui. En fait, c'est à nous, lecteurs, de décider par nous-mêmes si nous voyons le personnage comme un énorme taré extrémiste, n'en ayant que faire du sort des autres pays, et complètement matrixé par l'appel du cadavre et ses valeurs patriotiques biaisées. Ou au contraire, si nous le voyons comme un personnage qui fait le bien, qui ne fait que prendre les décisions justes pour sauver son pays quitte à malheureusement en sacrifier d'autres, même s'il cherche à faire au mieux pour limiter le plus possible les dégâts. Finalement, c'est à nous de voir le patriotisme comme une bonne valeur ou non, comme la bonne solution ou non. À nous de voir si nous préférons rêver d'un monde parfait, même si nous savons au fond de nous que c'est impossible, ou au contraire, d'essayer de ne sauver que notre pays, notre famille, quitte à oublier tout le malheur que subira le reste du monde. Mais voilà, Araki nous a décrit un personnage absolument remarquable et incroyablement bien écrit. Araki nous a montré ce que peut donner une personne qui va jusqu'au bout de ses idées. Cela peut être inspirant, terrifiant, voire même attristant. Valentine, c'est tout ça à la fois. Et c'est ça qui est extrêmement fort. Encore une fois, c'était forcément un thème à aborder pour une œuvre traitant de l'humanité. J'aime profondément Funny Valentine, pour toutes les raisons que j'ai citées au cours de cette vidéo, ou encore bien d'autres. Rien que dans son design et concept même, je trouve le personnage subjugant. Je n'arrive vraiment pas à sortir du négatif de ce personnage. Son stand et son introduction, son charisme, ses répliques, son originalité, sa complexité, son ambiguïté et tout le symbolisme qu'il y a autour. Non, vraiment, c'est un sans faute absolu. Bien sûr, ses qualités, elles ne viennent pas de nulle part. Et il en a hérité certaines de ses prédécesseurs, que j'ai tous traités au sein de cette série de vidéos. Il a le charisme de Dio, ainsi qu'une ambition se rapprochant de ce dernier, la faculté d'analyse et le calme d'appréciation de chaque situation de Kira, les délires et l'ambiguïté de Pucci, ainsi que tout l'aspect religieux qui gravite autour, ou encore sa certitude d'être élu par le destin, Dieu, à la Diavolo. Il aura d'ailleurs subi en quelque sorte le même genre de punition que lui, pour avoir voulu s'approprier un élément divin. Emprunter de nombreuses qualités de ce qui a été fait avant, en saupoudrant le tout de nouveaux éléments parfaitement intégrés, rendant la chose encore plus profonde, c'est ce qu'est Valentine. Et ça colle parfaitement à la philosophie de ce nouvel univers de JoJo, introduit par Steel Ball Run. Et en parlant de ces éléments repris du passé, je vais terminer en parlant du principal concept de cette partie, le cadavre sacré, et toute l'atmosphère religieuse qui gravite autour et offre encore plus de profondeur à Valentine. Car oui, on le sait, Araki aime énormément instaurer des éléments bibliques dans son œuvre pour ajouter encore plus de coffre à ses personnages et son univers. Bien sûr, Valentine ne fait pas exception. Ce que j'aime énormément, c'est l'ambiguïté de la relation qui lie Valentine au cadavre. La question qui se pose tout au long de l'œuvre est la suivante. Valentine est-il véritablement élu par le cadavre, ou alors n'est-il qu'un homme chanceux, forçant le cadavre à suivre sa volonté? Car oui, il y a de quoi douter. Lorsque j'ai dit que Valentine était tellement connecté au cadavre, que lorsqu'il voulait faire un enfant avec Lucy, ce dernier a implanté la tête en elle. Je l'ai dit de la manière dont Valentine voit les choses. Il est fort probable que depuis le début, le cadavre ne cherche qu'à se rassembler, et que Valentine a juste été toujours là au bon endroit, au bon moment, faisant ainsi illusion que le cadavre était de son côté, comme si ce dernier essayait, constamment, de se convaincre que le cadavre l'a choisi lui. Si le cadavre a enfanté en Lucy, c'est peut-être simplement parce qu'il a jugé Lucy comme une bonne réceptrice, étant vierge et à peu près pure. Pareillement, s'il a développé Ticket to Ride en elle, c'était plus pour la protéger jusqu'à la dernière destination, pour que le cadavre puisse renaître, plutôt que pour la guider jusqu'à Valentine sain et sauf.
Typiquement, lorsque le cadavre renaît sur Lucy Steele, le pouvoir qu'il dégage à ce moment est pur. Il n'attire que les bonnes choses, et quiconque veut lui faire du mal se verra puni, comme Hot Pants ou les sbires de Valentine qui cherchaient à endormir Lucy. Mais lorsque Valentine s'appropriera le pouvoir du cadavre, il attirera encore une fois le bien à lui, en effet. Mais cette fois-ci, le mal ne sera pas directement renvoyé sur qui cherche à nuire à Valentine, mais bien sur une personne aléatoire qui n'a rien demandé. J'y vois ici le symbole de la déformation de Valentine, comme s'il venait à utiliser le cadavre pour créer une justice forcée, factice et illusoire, mise en place par un gouvernant complètement extrémiste, ne voyant pas plus loin que son pays rien qu'à lui. Si Lucy représente la pureté que le cadavre recherche, Valentine, lui, représente toute la déformation humaine. C'est une parfaite représentation des convictions de Valentine. Les États-Unis seront prospères, mais d'autres gens mourront par sa faute. Et je vais conclure là-dessus. Malgré tous les sacrifices de Valentine, malgré le passage de relais à Dio, Valentine, ainsi que les États-Unis qui l'aiment tant, n'auront définitivement jamais pu profiter du cadavre sacré. Le cadavre sacré qui désormais repose dans les fins fonds du sous-sol de Manhattan. Comme le disait Steele, c'est bien mieux comme ça. Ce qu'il faut retenir, c'est que le cadavre aura finalement fait plus de victimes qu'il n'aura apporté de bonheur. Les hommes ne doivent pas essayer de s'approprier le pouvoir de Dieu, et devraient plutôt essayer de résoudre leurs problèmes sans son aide. Mais en tout cas, nous pouvons remercier Valentine d'avoir essayé, car il nous aura offert l'une des plus grandes aventures, et l'une des plus belles histoires qu'il m'ait été donné de lire. Cet antagoniste, qui aura hérité d'une sublime manière de tous ses prédécesseurs, pour en faire quelque chose de grandiose. Repose en paix, Funny Valentine, 23e président des États-Unis d'Amérique. Et bien voilà, c'est ainsi que s'achève cette 13e chronique jojoesque. Bordel de merde, si vous saviez à quel point je suis content de l'avoir terminé, c'est un soulagement bordel. Mais dans quoi je me suis lancé sérieusement? Dans quoi je me suis lancé dans cette vidéo bordel? J'espère sincèrement que ça vous aura plu. J'ai voulu vraiment faire la vidéo la plus complète possible sur Valentine. Vous raconter une histoire en analysant le perso le mieux possible, etc. Peut-être que c'est pas parfait, peut-être qu'il y a des problèmes dans la vidéo. Mais voilà, j'espère tout de même que ça vous aura plu. Bon, en tout cas, c'est une vidéo dont je suis extrêmement content. Ça m'a fait énormément plaisir de parler de Steel Ball Run, étant donné que la dernière fois remontait à la vidéo sur Johnny quand même, qui a quand même pris quelques rides et qui est un peu daté désormais. Mais bordel, ça y est, je l'ai fait. Je suis extrêmement content. C'est une vidéo qui aura été dure à écrire, dure à monter, dure à enregistrer, parce que vous doutez bien qu'1h30, bordel que c'est compliqué. Donc bien sûr, un grand merci à tous, un grand merci à vous d'être restés jusqu'à la fin. Un grand merci à tous les donateurs bien sûr de la chaîne, tous les crédits s'affichent au fur et à mesure, de toute façon vous verrez. Également un énorme merci à tous ceux qui m'ont autorisé à utiliser leur voix, qui m'ont gentiment prêté leur voix pour cette vidéo. Alors bien sûr c'est moindre que dans la chronique sur le jeu gros, mais c'est quand même un petit plus qui fait plaisir. Ça me fait énormément plaisir de faire participer des potes et d'autres connaissances cool dans ce genre de vidéo. Donc merci les gars, ça rend toujours un petit truc stylé. De base Valentine ça devait pas être moi qui devais le doubler, mais je me suis dit qu'au final j'ai galéré à trouver une personne qui pourrait le faire, et puis je me suis dit vas-y, j'ai envie de le faire, je me sentais chaud pour Valentine, alors j'espère que en Valentine j'aurai été convaincant. Enfin bref, j'ai vraiment rien d'autre à dire si ce n'est que merci parce que putain cette vidéo, qu'est-ce que j'en suis fier, bordel de merde. Et puis voilà, de mon côté je vais me calmer. Bien sûr vous avez tous les crédits, tout ce qui était dans la vidéo, tout ce qui a été utilisé dans la vidéo, toutes mes sources qui s'affichent maintenant dans ce générique. Mais bref voilà, de mon côté je vais faire une pause de chronique encore une fois comme après le Jogo, parce que là c'est énorme. Et la prochaine sera probablement une chronique qui fera entre 20 et 30 minutes, cette fois ce n'est pas des blagues. Parce que à chaque fois oui ça devient un running gag etc, c'est de plus en plus grand, mais vous vous doutez bien que ça va être un running gag qui va devoir s'arrêter à un moment ou l'autre parce que c'est juste plus possible. Mais là voilà, cette vidéo m'a fait réfléchir sur ma manière d'écrire, de travailler, m'a fait me remettre en question sur ma façon de synthétiser les informations que j'ai pour éviter que ça soit trop long. Et les prochaines chroniques seront moins longues. Celle-ci c'était la plus grande, la plus longue qui n'existera jamais sur ma chaîne. Voilà, je sais même plus parler parce que je suis fatigué. Mais bref, voilà, merci énormément d'avoir regardé cette vidéo. Si tu l'as kiffé, n'hésite pas à lâcher un like et à la partager, c'est extrêmement important réellement.
Et puis voilà pour le taf, tout le taf effectué sur cette vidéo qui aurait été plus d'1 mois et demi entier de travail, même 2 mois de travail. Voilà, c'est la moindre des choses. Enfin bref, je vais vous laisser, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour la review de Jojo Lion. Et peut-être, pourquoi pas, un live react du fameux event de Stone Ocean. Et puis voilà, n'oubliez pas que Jojo c'est quand même vachement bien. Et puis ouais, salut tout le monde. Je suis exténué, sérieux.